timeouts here for the Kings. Fox, 2, Fox from midcourt. Got it! De'Aaron Fox called game! 3 on 2. Sabonis the trailer. Oh! Express yourself. Domas. Herder for the lead. What a baby! Bam! Just the best sound in basketball. Salut à tous et bienvenue pour ce 4e épisode du Sacramento Talk de la saison. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés. Je crois que ça datait de 2023 d'ailleurs, le dernier. C'était pour Noël. On a pris notre temps, mais on revient avec des sujets bien fâchés avec l'équipe. Comme d'hab, mon conseiller, mon bras droit, on va dire ça comme ça, mon égal sur le compte Kings FR. Olive, comment ça va, Olive? Bah écoute, ça va, la forme, hein. On est là, on est prêt, on est chaud. Notre Gandalf à nous, je sais qu'il n'aime pas trop quand on dit ça, mais c'est comme ça qu'on le reconnaît. Flo de Sato Kings FR, ça va Flo? Ça va, comme après une défaite contre l'équipe D du Heat. Ouais, ça, on va en reparler. Et pour finir, monsieur El Professeur, Simon Capelli-Welter, que vous pouvez retrouver à peu près partout, le journal de Mickey, SoFoot, Trash Talk, il est partout. Comment ça va, Simon? Ça va, écoute, un peu. Il est temps que l'hiver se termine. Et pour nous et pour les Kings d'ailleurs, je pense. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, écoutez, on va attaquer directement avec un petit sujet qui n'en est pas un, c'est la trade deadline, où une fois de plus, on n'a pas bougé. Après, voilà, on avait eu beaucoup de noms qui sont passés, de Kyle Kuzma, on a eu du Zach LaVine, on a eu du Matisse Thybulle, si vous avez d'autres noms en tête qui étaient passés, les gars. Il y a eu Caleb Martin, Grant. je crois, le soir même. Il y avait qui? Le Caleb Martin de Miami. Ah là. oui, c'est vrai. Le soir Il y avait, même. Il y avait Grant de Portland, enfin, il y a eu plein de noms, et puis au final, flop, comme d'hab. Je vous laisse la parole, les gars. Bah ouais, je pense, dans mes souvenirs, c'est une trade deadline où il y a eu le plus de rumeurs et qui s'est vraiment strictement rien passé, quoi. Vraiment, autant l'année dernière, on a eu des petits moves, il y a eu Kessler Edwards, je crois, ou quelque chose comme ça. Là, cette année, vraiment, on a eu que dalle, quoi. On a énormément de rumeurs, énormément de trucs sur, comme tu as dit, Jeremy Grant, Kyle Kuzma, etc. Puis finalement, McNair a continué de miser sur le pouvoir de l'amitié et la cohérence du groupe. Donc on continue avec ça et on espère que ça marchera jusqu'à la fin de la saison, quoi. Ouais, moi j'étais avec. Pardon, vas-y Flo. Je disais, c'est cohérent comme avec l'intersaison. Hein. McNair a joué à fond la carte de la continuité à l'intersaison. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents. C'est vrai que dans l'impression visuelle, l'équipe elle joue moins bien, donc on pouvait s'attendre peut-être à un petit changement, mais bon, finalement, il continue sur sa carte de la continuité. J'avais peur d'une connerie Kuzma, moi. Vraiment. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute, j'avais peur parce que je pense que Kuzma aurait été une connerie. Hein. Ah, je suis pas sûr, en vrai, je suis pas sûr. Ah ouais? Bon, Ouais. non, alors, je sais pas si c'est le moment maintenant d'en parler ou pas, mais le seul petit regret, moi, j'aurais peut-être aimé un renfort à l'intérieur, un bûcheron, quoi. Un bûcheron en plus en vue des playoffs, parce que je suis quand même toujours pas si convaincu de Ouais. Non, là, je t'avoue, parce que le soir où il y a eu de Sabonis questionable, là, moi, j'ai commencé à transpirer. Hein, parce que je me suis dit, on va faire 48 minutes avec Alex Len et McGee. C'est compliqué, quoi. L'Ice Pivot, c'est pas possible. Ouais, mais. Il sera. Ouais. Ah bah, en fait, j'hésite à parler de ça maintenant, mais je me demande, moi, dans quelle mesure, et je repense à ça, notamment autour de Siakam, si la vraie cible de McNair, c'est pas un 4, mais qui peut te permettre, entre guillemets, alors c'est paradoxal parce qu'on va évoquer son cas après avec l'All-Star Game, mais de réduire un tout petit peu le rôle de Sabonis pour voir si tu peux pas aller un tout petit peu plus loin. Si tu arrives à avoir un modèle où tu as un joueur, où tu as, entre guillemets, parfois des raquettes, où tu as un mec qui est 4-5 et qui rend Sabonis 4-5 aussi, et tu as moins Sabonis 5 et des ailiers à côté. Je sais pas si je suis clair. C'était un peu l'Indiana, l'idée d'Indiana qui a foiré en faisant du Miles Turner Sabonis, mais je pense quand même que le McNair, c'est ce qu'il cherche à avoir. En fait, un Trey Lyles meilleur, en gros. Bah ouais, c'est ce qu'on cherche depuis toutes les trade deadlines. Hein. Ouais. C'est pour ça que Siakam était vraiment, vraiment, vraiment le joueur, à mon avis, coché tout en haut de la liste de la wishlist.
Je me demande si il y a je sais pas. J'ai l'impression que l'équipe pourrait passer un palier quand même avec ce type de joueur, quoi. La question que je me pose, le fait qu'on n'ait pas bougé, c'est est-ce que on n'a pas, enfin, McNair n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu avec le trade de Schumpert, ou, et on a pu le lire à droite à gauche pendant toutes ces spéculations, ou est-ce que le marché, en fait, il n'est pas devenu fou et que ça demandait tout et n'importe quoi pour des bons joueurs, mais que vraiment, voilà, ça demandait monts et merveilles après le trade de Siakam, Moji à l'arrière, mais que tout, quand tu entendais chaque franchise qui voulait trader un joueur, ça demandait une flopée de piques, un All-Star, un machin, tout ça, et qu'on n'était pas prêt à se mettre à poil aussi à ce niveau-là. Bah ouais, il y a un peu des deux. Tu veux pas casser la cohérence du groupe, et si tu le fais, tu le fais pour un joueur dont tu es sûr qu'il va apporter immédiatement et qui va rester un peu plus longtemps que après l'été prochain. Et donc, il t'avait aucun joueur sur le marché qui répondait à ces critères. Bon, bah, t'avais absolument aucune raison de bouger. Et puis ouais, bah, les prix étaient absurdes, quoi. Ça demandait du starter ou du All-Star pour Caruso, des trucs incroyables, quoi. Donc je pense que McNair s'est dit, oulala, il a vu les prix du marché. À mon avis, il a sondé à droite à gauche comme tout le monde, mais il est resté pépère dans sa chaise, et le soir de la trade deadline, il mangeait des chips devant la télé, hein. Il a pas Ce qui Mais- bougé. ressortait je pense des aussi- insiders et des journalistes quand même, c'est que le front office des Kings avait été vachement dynamique, agressif, je sais pas, mais en tout cas, ils ont beaucoup parlé a priori. Ouais. Après, en conférence de presse, McNair, il a dit clairement, on a beaucoup discuté, mais on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait au prix qu'on espérait, quoi. Et Il a justement, dit est-ce que c'est ça, pas le ça fait que quasiment textuellement. Donc c'est effectivement ça rejoint cette idée que le marché était, les prix du marché étaient trop forts, quoi. ou que tout C'est le pas monde, seulement, c'est pas seulement le marché, je pense, c'est aussi le fait que tout le monde sait ce que veulent les Kings. T'as aucune marge de manœuvre. T'arrives, les Kings t'appellent et tout le monde est là, genre, oui, bah oui, vous voulez notre 4 qui ressemble à Siakam, en gros. On le sait déjà, donc en fait, c'est 5 pics, le numéro de téléphone de je sais pas qui, et voilà, quoi. Tout le monde sait ce qu'on veut, donc c'est très compliqué, je pense aussi de. Non, enfin, vous pensez pas? bah, moi je pense qu'en fait que chaque franchise a demandé qui Murray et que McNair a dit non. Bah non. Et donc ça a coupé, et c'est ce qui s'était dit plus ou moins de manière officieuse lorsque McNair avait parlé avec Masai à Toronto, que ouais, on veut qu'il gagne Murray. Non, bon bah fin de la discussion. Et je pense que ça a été le cas pour chaque coup de téléphone que Monte McNair a passé. Parce que Keegan Murray ne bougera pas. Enfin, je vais pas m'avancer parce que vu ce qu'il a fait avec Haliburton, je m'avance plus sur rien. Mais à l'instant T, en tout cas, Keegan Murray ne bouge pas. Donc, je pense que ça a fermé pas mal de discussions, quoi qu'il en soit. Bah, il l'a fait avec Haliburton pour récupérer un All-Star et un joueur confirmé. Il aurait fait probablement pour Keegan Murray si ça t'assurait de te faire arriver un Siakam ou un truc comme ça. Il le jetterait pas contre n'importe qui. All-Star, pas tous les ans, hein. Franchement, moi, je me demande, on peut pas savoir, mais tu vois, Laurent, les amis, je me demande même si jamais Siakam avait dit, moi, si vous faites le bon trade et Sacramento, je kiffe, je re-signe. Je sais pas si on serait pas, là, on serait pas en train de pleurer le départ de Keegan Murray, les gars, honnêtement. C'est ce que je dis. Ou, Ouais, probablement. pardon. Ouais. On peut pas enfin, savoir, Siakam- mais tu sais que si l'autre, si Siakam il dit, moi, ça me va d'être d'être avec Fox et Sabonis et j'y crois. Je sais pas ce qui se passe dans la tête de McNair et qu'est-ce qu'il met en échange en face, parce que. ou un Anunoby aussi. Bon, il est parti à New York. Anunoby, j'ai un ça poil va finir par rien. j'ai un poil plus de doute parce que la question de sa re-signature, à moins que je dise des bêtises, était moins urgente. Ouais. Ah Ouais, parce c'est qu'il a comme une ça. option, lui, il avait une option, donc il peut choisir de la prendre ou pas. Là où Siakam, c'était vraiment je te trade en sachant que tu vas rester cet été, quoi. Il y a juste aussi le fait que aujourd'hui, si tu enlèves Fox, Sabonis, qui gagnerait, en termes de monnaie d'échange, bah, il ne te reste plus grand monde, hein. Ça a tourné autour de Mitchell, Huerter et Harrison Barnes. Et en vrai, les gars, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu aller chercher avec ce package? Pour moi, pas grand-chose. Bah, non, pas grand-chose. Et est-ce que ça aurait été un vrai upgrade? Bah, pas forcément. On en parle tout le temps, la question de Barnes.
est-ce que tu trouves un autre ailier sur le marché dont tu es sûr qu'il va t'apporter plus que lui dans un échange? C'est absolument pas certain. Il a ses hauts et ses bas, mais bon, chaque soir, il y a des soirées, il peut te sortir 20, 25 points, 30 points et te faire gagner un match. C'est un peu un métronome de cette équipe, quoi qu'on en dise. Donc bon, après... Moi, il y a un trade qui m'a fait tiquer dans ce que j'ai vu. Je me suis dit, ah, c'est chiant que Dallas, ils voulaient pas Harrison Barnes. Parce que, vu ce qu'ils ont filé aux Hornets pour PJ Washington, tu vois, un truc comme ça, quoi. Ils ont lâché quoi pour Gafford? Il y a ça. Alors, pour Gafford, c'est Holmes et je sais plus. Pour PJ Washington, c'est Misic, l'autre là, Treman. Et Williams, non? Et Grant Williams, ouais, c'est un braquage, hein, PJ Washington. Parce que vous parliez de backup intérieur. Gafford, ça aurait pas été mauvais. Hein. J'aurais adoré Gafford. Gafford, c'est limite luxe. presque trop fort. C'est presque trop fort pour nous. Parce qu'en fait, soit il n'est pas titulaire, soit tu as d'entrée Sabonis en 4. Et je sais pas. Ouais. Ça fitait pas très bien, quoi. Un mec de ce profil-là, mais avec un peu moins de minutes et en backup 5, c'est parfait. Ouais, là, comme tu dis, ça aurait été un petit peu compliqué de le faire rentrer dans la rotation. Quoi. Presque trop là, fort. Pas vraiment de backup pour le coup. Pas à côté de Sabonis, mais derrière Sabonis plutôt. Ouais, Gafford, c'est titulaire indiscutable aujourd'hui en NBA. Donc, Je pense qu'au fur et à mesure de la saison, à Dallas, il va finir titulaire, il va passer devant le rookie. Enfin, à voir. En tout cas, il joue beaucoup. Et puis, on n'est pas tout à fait, en tout cas cette saison, on n'est peut-être pas du standing de. Je sais pas. C'est dur à dire. Mais ça m'a fait un peu tiquer, tu vois. Je me suis dit, il y avait peut-être quand même des trucs à faire sans bouger Keegan Murray quand tu vois certains trades. Mais bon. Ouais. Bah écoute, le mais bon va conclure le sujet de la trade deadline. Parce qu'il n'y a plus grand chose à dire en fait. Mais bon. C'est une très bonne conclusion. Mais bon, on n'a rien fait, mais bon. Voilà, c'est ça. Bon, on n'a rien fait, on n'a rien trouvé, mais bon. On verra. On dirait la chute. On dirait une chute d'épisode de bloqué. Ouais, c'est ça. C'est ça. On va passer le sujet où on va sortir les fourches et les fusils. Sélection du All-Star Game. Pas de Fox, pas de Sabonis. Lâchez les chevaux, messieurs. Je vous laisse, après moi je vais faire un petit mot d'intro en mode diplomate. Si ce n'est que Fox, ça me surprenait pas trop vu qu'il était quand même sur une dynamique moins bonne à l'approche du All-Star Game. Mais je me suis dit quand même, le soir des sélections All-Star, quand même Sabonis va y être. J'ai regardé les trucs en direct et tout. Et j'ai complètement pété un plomb quoi, quand j'ai vu que c'était KAT, Paul George et tout qui ont pris les derniers spots. Quoi. Ça s'est un peu senti sur nos comptes respectifs à tous là, qu'on n'était pas très contents. Non, mais... J'attends que Flo prenne la parole. Il s'est bien mis sur sa chaise là, Flo, il s'est bien installé sur son... il est parti, il a retweet. Même là, il a retweet en fait. Même maintenant, là, il n'est plus là, il est plus dans le podcast. J'ai pété le PC là. Non, le pire dans tout ça, c'est que sincèrement, j'en ai rien à secouer du All-Star Game. C'est bien comme les joueurs. Voilà. C'est un match de gala. Ces dernières années, c'est devenu un grand cirque, c'est n'importe quoi. Donc, à la rigueur, que les joueurs ils puissent soient pas sélectionnés, ils se reposent, tant mieux quoi. Mais j'ai trouvé quand même que c'était malgré ça, que c'était un immense manque de respect envers les Kings. Au moment où les All-Stars sont annoncés, les Kings sont 5e de la conférence Ouest, qui est hyper relevée. Et ils sont 5e, ils n'ont pas un seul All-Star. Et en particulier pour Sabonis, je trouve que c'est complètement incompréhensible. Vu la saison qu'il fait, ne serait-ce que statistiquement, c'est aberrant qu'il n'y soit pas. Après, ouais, vas-y. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable parce que là, ce serait exagéré, mais est-ce qu'on ne paye pas un tout petit peu deux choses? L'an dernier, on en a deux. Est-ce qu'on méritait, tu vois, il y a ce côté-là. Et est-ce qu'on ne mérite pas le fait d'avoir en fait deux joueurs à la limite de ce statut All-Star? Je pense qu'ils sont tous les deux assez All-Star, mais tu vois, quand même un tout petit peu discutable malgré tout, au lieu d'avoir un vrai franchise clair et net qui serait All-Star tous les ans. Forcément, tu te partages un peu les votes aussi. Hein. C'est ce qui arrive dans certaines équipes. Mais là, Fox était un petit peu sur une dynamique moins bonne et Sabonis il cartonnait depuis le début du mois de décembre. Le mec, même depuis le début de la saison et
ses cagades face aux Rockets, je suis même pas sûr qu'il ait raté un seul match. J'ai pas souvenir d'un mauvais match de Sabonis cette saison, depuis cette débandade à Houston. Mais honnêtement, moi, je me suis dit vraiment, les coachs vont régler ça. Il n'est pas titulaire, mais les coachs vont forcément prendre Sabonis parce que les coachs, c'est des gens intelligents qui aiment le basket. Puis finalement, peut-être pas tant que ça, quoi. En fait, c'est vraiment devenu, même chez les coachs, un espèce de concours de popularité où tu veux mettre les mecs les plus spectaculaires, etc. au All-Star Game. Ce que je comprends, mais du coup, les critères sont absolument plus transparents, quoi, en fait. Mais alors, du coup, question bonus, vous enlevez qui pour mettre Sabonis? C'est ça aussi. Towns. Bon, Towns, franchement, c'est Non, plus les Il a mis Wolves, 50 les points Wolves, dans cette non. farce qu'est ce match. Si l'an dernier, Non. c'est ça le problème. Si l'an dernier on a 2 All-Stars, les Wolves cette année, c'est pas déconnant qu'ils en aient 2 aussi. C'est ça le problème. Alors, Moi, dans Moi, ce cas-là, ce qui t'aurais me peut-être dérange, déjà- c'est qu'à chaque fois, on dit il faut récompenser les équipes qui sont devant. Et tu as les Lakers qui, au moment des All-Stars, sont 9e, ils ont 2 All-Stars. Et tu as les Warriors qui sont 11 ou 12e, qui ont un All-Star. Donc, Ouais. Mais Curry, tu sais très c'est bien pas, qu'il c'est y pas sera quoi cohérent. qu'il en Quoi. soit. Soit tu prends les stars, peu importe le classement. Et dans ce cas-là, Sabonis, il mérite d'y être. Soit tu dis, non, on favorise les meilleures équipes. Mais dans ce cas-là, il y a des joueurs qui ne doivent pas y être. Et, Et c'est un peu un non-dit parce que c'est la géométrie variable. Ce que j'ai l'impression, dans tous les cas, regarde, si Sabonis est pris, il faut quand même enlever quelqu'un. En gros, on se dirigerait soit vers Towns, soit vers Davis, si on est logique. Voire Ouais, Booker. Davis, Dans les Davis, deux c'est cas- dur. Davis, c'est dur de l'enlever. Davis, quand même. c'est très dur. Les Lakers, ils ont un mauvais bilan, mais les deux là, LeBron et Davis, c'est des All-Stars, tu vois. Il y a un espèce de truc quand tu les vois jouer. Donc Ouais. c'est compliqué. Et Minnesota, il y avait le côté de 2 équipes. Donc en fait, si Sabonis avait été pris, là en ce moment, ce serait soit sur un podcast des Wolves qui gueulerait en disant on a qu'un All-Star, les Kings en ont eu 2 l'an dernier, c'est pas juste. Gna, gna, gna. Il y avait une injustice au bout du compte, elle est tombée sur nous. Ça, je suis d'accord. Mais je me dis aussi, il y avait une injustice vu la configuration et le niveau des mecs à l'Ouest. Surtout, alors je vais pas revenir sur mon débat Est-Ouest, mais tu vois la liste des All-Stars, je pense que Sabonis à l'Est, il est All-Star, tu vois. Déjà, voilà. On le dit clairement. Non, bah, Mais l'Est. vous voyez ce que je veux dire? C'est pas me faire l'avocat du diable, mais c'est être conscient que les Wolves seraient en train de gueuler parce qu'ils auraient qu'un All-Star, ou les Lakers, et je sais qu'on les aime pas, mais ce serait difficile de leur donner tort de dire, hé les gars, Davis, il est pas All-Star. Ok, il y a Sabonis, Davis, il y a match et tout, machin. Et ça se comprend de leur point de vue. Ça se Ah, mais- comprendrait, en ouais. tout cas. Je suis pas d'accord avec toi, Simon. Pour moi, Davis qui est pour le star cette année, ça me choque pas. J'en ai même rien à foutre. Pour Ça moi, me choquerait pas. Ouais. je te réponds aussi dans le fait où, dans le top 10 des MVP, là, le leader machin, Sabonis est 5e, putain de merde. C'est le seul qui n'est pas All-Star. Il est 5e, à égalité, je crois, avec Kawhi. Septième Il y a un moment donné, il était 5e, il n'y a pas si longtemps que ça, à égalité avec Kawhi. En tout cas, Davis n'est pas dans le top 10, je crois, cette saison. Ouais. Donc voilà. Logiquement. Donc bon, Davis pas All-Star. Est-ce que Davis fait une meilleure saison que Sabonis? Ça, on peut en discuter. Mais pour moi, que ce soit Towns et même Davis, ils ne peuvent pas être devant Sabonis cette saison. Pour répondre à ce que tu disais, Flo, Curry, même si les Warriors ils sont 17e de la conf, il y sera. Voilà, c'est jusqu'à la fin de sa carrière, il y sera. Et même à la fin, il aurait le wildcard comme avait eu Nowitzki et Wade, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est des Oui, joueurs, et tu sais puis, que la de place est la même là. manière qu'un LeBron, quel que soit le classement Oui, des voilà, Lakers, c'est ça, c'est il exactement doit être ça. All-Star, tu vois. C'est exactement Mais du ça. coup, Après, ça, vu le ça match- génère des injustices derrière, quoi, forcément. À chaque fois que Sabonis il fait quelque chose, un record ou je sais pas quoi, il n'est entouré que de All-Star. Et on va me dire que ce mec-là, il n'a pas le niveau d'être All-Star. Après, oui, comme tu disais, ce match est une farce. Ils ont mis 211 points, c'est de la merde. Pour nous qui sommes des vieux croutons qui avons connu les All-Star Games des années 90, effectivement, ça ne nous amuse pas. Voilà, ça nous Il y a amuse clairement ça, pas. il y a ça, et pardon, tu voulais finir ton raisonnement? Je t'ai coupé. Ouais, non, je voulais appuyer vraiment le Justement, le manque de respect parce que aujourd'hui, et on l'a lu sur Twitter, il est pas flashy, machin. Oh, t'as des mecs. Et donc, le fait qu'il soit pas flashy justifie ce manque de respect, de considération. Je trouve ça dingue. Si on allait au bout de ça, t'as des mecs qui n'auraient jamais été All-Star. John Stockton n'aurait jamais été All-Star, par exemple, alors que c'est un des meilleurs meneurs de l'histoire. Vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, là, c'est devenu tellement un business et une farce et du showtime et que ça joue même plus au basket, qu'aujourd'hui, un joueur qui joue au basket, tout bêtement, sans blabla,
sans tout ce qui fait qu'aujourd'hui, Sabonis n'est pas une superstar, et ben on peut lui chier à la gueule et dire ouais, bah c'est pas grave, on s'en fout, il n'est pas une star. Non, Ça, moi je trouve ça, que je c'est suis un hyper meneur de d'accord respect avec toi. incroyable. C'est-à-dire dans le sens où Sabonis serait plus spectaculaire au premier degré avec des dunks et tout. Je pense que ça jouerait. Maintenant, je garde mes forces parce que j'attends les All-NBA. S'il n'est pas dans une All-NBA cette année, s'il n'est pas minimum dans la. Moi, je trouve qu'il mérite la deuxième et au pire la troisième, mais il doit y Mais il être. sera pas. Il doit être Mais il sera Il y All-NBA. pas, a, Simon. il y a un Non, membre, il y non, a ça pas. c'est Ils pas. te mettront Davis. Ils te mettront Davis. Ils ont Tu verras supprimé Là, que Davis, il y sera à la place de Sabonis. t'énerve pas, mais là, je te promets Ah que si, s'il y a ça, je savais que c'est un je sujet garde qui mes allait me forces. mettre sous tension. Je garde mes forces, mais par contre, All-NBA, parce que je trouve que là, ce serait déconnant. Ils te mettront Towns Sabonis. avant, ils t'en mettront des joueurs. Ils vont trouver pour trouver des joueurs avant lui. Ils ont trouvé des joueurs à mettre devant lui pour le All-Star Game. Pourquoi ils se priveraient pour le All-NBA? Franchement, Là, je suis là où plus. on n'est plus, Non, on n'est non. plus, on n'est plus Et là l'équipe où diva de la je vais saison dans le dernière. sens de Simon, c'est que ce qui joue en la faveur de Sabonis, c'est son incroyable régularité en fait. Alors effectivement, il n'est pas flashy, c'est pas un gars qui va marquer des tonnes de points. Je crois qu'il a 5 matchs à plus de 30 points cette saison avec un plus haut à 37. Donc ça, c'est le genre de truc, les fans qui coulolent, là, ils trouvent ça nul. Et quand tu regardes qu'il enfile les doubles-doubles et les triples-doubles comme des perles, s'il continue jusqu'à la fin de la saison, tu vois, plus la saison passe et plus cette régularité, c'est un argument fort Mais, pour lui. mais Quoi. le raisonnement que tu as, Flo, c'est un raisonnement qui aurait dû peser aussi pour le All-Star Game. Ouais. Mais Bah, est-ce que après, les Est-ce que c'est NBA, plus elles important? sont Non, pas mais faites de bon. la même façon quand même. Les All-NBA sont pas faites de la même façon que les équipes All-Star quand même. Là, les NBA, pour le coup, tu as beaucoup plus le classement qui rentre en compte, comme le dit Flo, la régularité, le niveau, etc. Mais ça fermera les yeux. Mais ça Mais fermera. Aujourd'hui, la NBA ferme les yeux sur Sabonis. Ça ferme les yeux sur Sabonis. Déjà, les arbitres ferment les yeux. Bref, ça, c'est un autre débat. Ouais, bon, ça- On peut faire une émission juste pour ça. Mais la NBA entière ferme les yeux, à part nous qui sommes dans la fanbase de Sabonis. Donc, évidemment, on est hypé comme des dingues. Mais tout le monde s'en fout de Sabonis. Demain, Ouais, Sabonis, il peut te faire un quadruple-double, 20-20-20-20-20. Et ben les gens n'auront rien à foutre. Ils diront ouais. Et j'ai vu sur Twitter, et ça je vous le dis là, je l'ai vu là récemment, après le match du 8, il y a des gens qui disent que Sabonis c'est un stade padder, qui refusent de prendre des shoots pour faire 10 passes par match. Et à un moment donné, allez vous faire foutre, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est bon. Bon, je vais Non, vous laisser la main parce que je vais finir par être très vulgaire. il est très clairement sous-coté, ça c'est sûr. Ça joue pas en sa faveur, mais voilà, je pense quand même. Le All-Star, ça me fait chier. Mais voilà, c'était pas pour le. Comme j'ai pu avoir des échanges sur Twitter à ce sujet. Rien à foutre pareil du match. Mais voilà, c'était vraiment pour la distinction que j'estime qu'il méritait. Il aurait dû avoir une étoile de plus à son dossier, puis ça s'arrêtait là. Il aurait bien pu s'asseoir pendant tout le match du All-Star Game. Ça On faisait est pas la d'accord, mais différence. on parle de reconnaissance du Non, microcosme mais NBA en fait. oui, non, mais c'est clairement ça. C'est clairement un des joueurs les plus sous-cotés aujourd'hui à NBA. Il y a aucun souci sur ça, quoi. Tu dis qu'il met tous les soirs, il met son nom à côté de All-Star, il met même son nom à côté de Hall of Famers, parce qu'il n'y a pas un match où on voit pas Sabonis a sorti tel truc, pas vu depuis Will Chamberlain au XVIIIe siècle, tu vois. Enfin, genre, c'est un délire, quoi. Là, récemment, il est rentré dans le club des joueurs qui ont fait au moins 20 triples-doubles sur une seule saison. Il y a 6 joueurs dans l'histoire qui ont fait ça. Il est dans le top 11 des triples-doubles all-time à une poignée de triples-doubles du top 10, de la 10e place qui est détenue par Larry Bird. Qui pourrait d'ailleurs détrôner dès cette saison s'il continue sur ce rythme. Il est sur une série de 40 double-double de suite. Sur les 40 dernières saisons, il n'y a que Kevin Love qui a fait mieux. Hein. La dernière série, j'ai pris les stats parce que c'est marrant. En fait, tout date avant la fusion NBA-ABA. Donc tout date de l'antéchrist, quoi, en fait. Tu regardes sur les 45 dernières saisons, tu as Sabonis et tu as Kevin Love et c'est tout, quoi. Et on ne se rend pas assez compte de la dinguerie que c'est, quoi. En fait, sa régularité même nous fait dire que c'est banal qu'ils sortent ce genre de trucs tous les soirs et finalement ça en devient moins impressionnant aussi pour le grand public. Justement, c'est un point sur lequel je voulais rebondir, Olive. Et je me demandais si même nous, quelque part, on finit par être pas blasé, mais en tout cas, ouais, même nous, en tant que premier fan des Kings,
on commence pas déjà à trouver ça normal qu'il nous sorte des doubles-doubles, des triples-doubles à chaque match. Je sais pas s'il y a quelque chose, je pense, un peu d'humain derrière ça. C'est-à-dire qu'il est tellement régulier qu'il banalise en fait la perf exceptionnelle. En fait, je pense que on est tous pas à paniquer, parce que c'est vraiment un très grand mot, à se dire jusqu'où il va aller, ne serait-ce qu'au niveau du record des doubles-doubles. Donc on est toujours après ça à regarder ses stats. Ouais, bon, il en est où, il en est où, il en est où? Parce que ce serait décevant qu'il aille pas chercher, je sais pas. Ça va être compliqué le record de Kevin Love, je crois que c'est 53 de mémoire, un truc C'est comme ça. 53, ouais. Ouais, donc aller chercher, il reste enfin 13 matchs de suite, ça fait beaucoup. Mais pour ma part, en tout cas, je ne banalise absolument pas. Quand tu vois ce qu'il fait, c'est ce qui m'énerve, c'est ce qui invisibilise un peu ça, c'est que quand il en fait un, Jokic, il le fait en même temps. Et Jokic, tu vois des tweets en majuscule, même si c'est pas le même genre de triple-double, parce que Jokic, c'est vraiment des triple-doubles de salopard. Mais aujourd'hui, les deux seuls joueurs cette saison qui peuvent se vanter, entre guillemets, d'enchaîner autant de triple-double, t'as Jokic et Sabonis. T'as un double MVP et t'as Sabonis. Mais, encore une fois, malheureusement, et t'as raison, hein, Flo, c'est peut-être humain que ça banalise. Mais voilà, pour ma part, après, je crois que ça se voit que Sabonis est devenu un peu mon joueur préféré en NBA. Ça banalise, à mon goût, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Oui, c'est ça, mais après, c'est normal quand tu vois les trucs qui sortent tous les soirs. Nous aussi, tu te lèves le matin, tu vois qu'il a claqué un triple-double, c'est pas surprenant. Tu te dis, c'est dans ses standards. Le jour où je me lèverai, que je verrai un 20-20-20, je vais dire, oh, ouais, assez costaud. Je me lève, je vois 20-15-12. Je fais, bon, bah, Sabonis, il peut te sortir ça n'importe quel soir en claquette, quoi, tu vois. Donc, Mais évidemment, justement, c'est ça. évidemment, Aujourd'hui, il quel faut pas joueur peut te faire banaliser, ça? mais il y a lui et Jokic, c'est tout. Et n'importe quel autre joueur dans un bon soir. Mais qui peut te sortir ça tous les soirs contre n'importe qui, t'as lui et Jokic, c'est simple. Il n'y a même plus de. Enfin, tu regardes en fait, moi, à chaque match, à chaque triple-double, chaque truc, je vais fouiller, je vais chercher des stats et tout. Et c'est très simple, il y a lui, Jokic et Chamberlain qui ressortent à chaque fois que je cherche des trucs sur les triple-doubles, les passes, les rebonds, etc. Il y a lui, Jokic et Chamberlain. Voilà. Et après, Je on crois que là, peut. il est pas en triple-double de moyenne, là, sur, je sais pas, un Sur mois, le je crois. mois. Sur le mois. Et là, il va finir, bah voilà, par exemple, tiens, ça me fait rebondir dessus, une stat, c'est que c'est le deuxième joueur après Jokic à finir un mois en triple-double à 60% au tir. Par exemple, des joueurs qui ont fini le mois en triple-double, il y en a eu beaucoup. Hein, coucou Russell Westbrook, mais c'était 45% au tir, quoi. C'était pas pareil. Et voilà, enfin, voilà tous les jours, tu vas passer des stats de folie, pas fait depuis Moses Malone, pas fait depuis Will Chamberlain ou depuis l'invention du basketball, mais voilà, Non, et puis Sabonis, cette année, je sais pas si vous avez trouvé ça aussi. Moi, je trouve qu'il a progressé. Et oui, il est Bon, beaucoup plus déjà, fort que l'année dernière. on se rend compte que l'année dernière, il était blessé et que ça l'handicapait, notamment sur le shoot et, on va dire, l'attaque du cercle, enfin, sur globalement le scoring. Je trouve que c'est là où il a récupéré du peps et puis il a moins peur du contact et il ne doit pas protéger son pouce, même si c'était la main faible. Et je trouve qu'il a progressé sur quelques trucs, mais qui est tout. Globalement, c'est pas que défensivement, c'est sa manière de. Je pense qu'il est plus lucide du fait qu'il manque quand même un peu de mobilité, d'explosivité, et notamment sur le fait du coup d'être un peu plus en avance, de moins subir, mais vous voyez, d'être un peu plus, que ce soit en attaque ou même et surtout en défense, d'être un peu plus de savoir que oui, sur le pick and roll, c'est pas le plus rapide, tout ça et tout, donc d'anticiper un tout petit peu qui peut être ciblé, etc. Moi, ça me donne confiance parce que j'ai l'impression qu'il a vraiment progressé là-dessus. Je sais pas si vous trouvez ça aussi. Il s'intègre beaucoup mieux dans le jeu, il a un impact encore plus grand, il a une production encore plus grande. Enfin, moi, honnêtement, je pensais pas qu'il allait nous sortir une meilleure saison que l'année dernière, et puis en fait, Sa saison est vraiment meilleure. sa saison est vraiment meilleure, enfin, sur tous les plans. Après, on peut parler de la En fait, défense, voilà, est-ce qu'elle est mieux ou il pas, est, mais il est plus solide, si je devais résumer en un mot. Surtout, défensivement, je le trouve un peu plus solide. Et je pense que la blessure, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Et en attaque, le fait qu'il ait rajouté du scoring il est plus menaçant quoi que l'an dernier. Il est plus dangereux pour une défense. Et je trouve même qu'il devrait encore plus des fois jouer pour sa gueule.
C'est vrai. Bah, après, c'est le défaut de ce genre de joueur, hein. Tu vas le voir, il aurait énormément de tirs ouverts en tête de raquette s'il voulait les prendre, hein. C'est ce qu'on lui a reproché un peu en playoff l'année Ça, dernière. puis Voilà. pour moi, il provoque pas assez de lancers. C'est le truc il doit provoquer plus de. Vu son jeu, il en provoque. Mais Non, c'est ça, pas l'arbitre, Ouais. les arbitres ne sifflent pas les lancers. Il y a une différence aussi. Non, C'est alors, pas une question il y a que, ça. allez, Parlez pas de lancer C'est vrai franc, que ça ça joue. l'énerve Flo, là. Ouais. Non, mais de lancer. Alors oui, il a les lancers dans le sens vraiment des fautes, mais il doit plus attaquer plus. Des fois, j'ai l'impression qu'il oublie aussi que c'est. Tu vois, en termes de match-up et tout, il oublie à quel point il est balèze. À quel point son corps lui permettrait de. Ah ouais, ok. Moi, c'est la marge de. C'est là où je l'attends encore, quoi. il y va, hein, il y va. Sauf que quand malheureusement, quand il joue un peu trop de son physique, il prend une offensive. Donc c'est Ouais. un peu compliqué. Ouais. Tu penses que c'est vraiment l'arbitrage qui le limite pour donner plus Ah physiquement oui, encore, quoi. ah Ouais, oui, ok. mais il se fait défoncer. Tu fais Non, ça, je suis d'accord. les mêmes fautes à Embiid, il a 60 lancers francs par match. Mais Ouais. Sabonis, je sais pas Eh quelle est ouais, la mais- moyenne, c'est pas un truc que j'ai regardé. Mais tu vois, il prend des mandales. On a ressorti l'extrait de Booker qui lui saute dessus. Oh non, mais l'arbitre a considéré que. Non, mais non, il lui saute dessus. Et il a lancé. Tu vois, donc. Mais ça, vous avez remarqué que cette année, et il n'y a pas que nous, hein, il y a vraiment, et alors Non, il y a pas globalement, que nous, c'est sûr. ça a l'air d'être les équipes plus faibles, petit marché et tout, mais même les grosses équipes, l'arbitrage cette année, il est mauvais, hein, en fait. Mais là, on a un mec C'est qui pas, domine faut pas y lire physiquement. des trucs genre l'arbitrage est anti-Kings, anti-Wolves, anti je sais pas quoi, même les Lakers ont trouvé moyen de se plaindre et tout. C'est juste qu'il a l'impression que l'arbitrage, il est mauvais, quoi. De manière Anti-Sabonis. Je générale. dis pas anti-Kings, je dis anti-Sabonis. Comme le All-Star Game. Ouais, On a ouais. du boycott. L'arbitrage est mauvais et puis c'est pas Sabonis comme Fox, c'est pas des acteurs, quoi. Tu vois, ils vont pas essayer de te survendre des fautes comme peuvent le faire tout un tas de free throw merchants à travers la ligue. Tu vois, ils vont pas se jeter les bras ou tu vois, t'as des tas de mecs sur les drives, ça me rend fou qui ne jouent même pas le tir, qui juste jouent pour avoir un lancer franc. C'est pas ce genre de joueur, quoi. Évidemment, derrière, s'il estime qu'il a subi un contact, tu vas le voir, il va faire à chaque fois, il se retourne vers l'arbitre, etc. Mais c'est pas les gars qui vont survendre un truc, quoi. C'est ça aussi qui joue, quoi. C'est pas dans C'est leur ce qui avait énervé personnalité, quoi. Fox sur le match contre les Clippers, hein, par rapport à Harden. Bah, C'est Harden, pour ça qu'il avait pris technique d'ailleurs. Harden, il pousse le curseur. Harden, il pousse le curseur très loin, mais c'est comme ça aussi qu'il se fait. Je comprends hein, ce que vous voulez dire, je veux pas, mais tu vois, Sabonis pourrait. Je dis pas qu'il doit se mettre à jouer comme Harden et à tout simuler et tout, mais si à un moment il faut en rajouter pour que les arbitres sifflent et que le match tourne un peu et qu'ils sortent aussi, je sais pas. Il y a un truc qui. Je suis d'accord avec toi. Il y a justement quelque chose autour de l'arbitrage. Là où on se rejoint, c'est que justement là, ça a l'air d'être un joueur particulier arbitré, puisque très vite on peut le juger mal arbitré, etc. Et tout. Il est physique, tu vois. Mais peut-être c'est à lui aussi justement de temps de tomber comme Embiid, quoi. Embiid, il passe la moitié de son match par terre, hein. Mais justement, ça serait chiant. Sabonis, il prend des cordes à linge hein, quand même. Hein. On est à la WWE, dans les arbitres qui ne bronchent pas. C'est ce qui avait fait aussi que Mike Brown avait pris une amende de salopard en sortant son PC. Oui, et encore une fois, là tu veux parler de l'arbitrage, je prends un exemple, juste je referme tout de suite la parenthèse. Le match que des trois paires, là, où le pauvre Azure Thompson, il prend un spear et l'arbitre, il n'a pas bougé. Donc oui, c'est vraiment global l'arbitrage. Mais en plus, eux, c'est le deuxième match de suite, parce qu'avant, ils se prennent un buzzer beater de Banquero sur lequel il a marché. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu deviens fou. Deux matchs de suite, tu deviens fou, quoi. Et on peut pas demander à Sabonis de jouer plus, attaquer plus. Il le fait. C'est juste que il n'est pas récompensé de ses efforts parce qu'il se fait. Et encore, avec toutes les fautes qu'il prend qui ne sont pas sifflées, il a un pourcentage qui est que vraiment. Attends, vraiment très on va sortir de ce tunnel. On va sortir de ce tunnel, Laurent, parce qu'Olivier Flo, désolé, c'est long. Moi, je retournerai juste le truc. Disons que c'est justement ce qui me manque quand je vois beaucoup de matchs des autres équipes, des gros qualités. Tu dis effectivement, les Kings sont pas encore tout à fait arbitrés comme les grosses équipes. N'ont pas réussi à passer. Monclar parlait de ça il y a 2 jours, je crois, dans NBA Extra, à passer au-dessus de ce truc où d'un coup, c'est dur, hein, c'est comme ça. La NBA, c'est injuste, les calls, les petits marchés, les matchs. Mais de passer au-dessus de ce truc et d'être vraiment installé, de genre, bah ouais, Fox, si tu lèves le bras alors qu'il n'y a rien, tu vas avoir des calls. T'as les calls de superstar, t'as machin. Vous êtes mieux en tant qu'équipe, vous êtes plus, je sais pas comment dire, mais plus. C'est pas arbitré plus favorablement, mais considéré, on sait comment ça marche, c'est un non-dit, mais considéré un petit peu plus comme une équipe que tout le monde veut voir, qu'on veut voir en play-off, un peu chouchouté, quoi. Ouais, mais ça, tu le contrôles pas. Bah si. C'est pas question que tu contrôles. Mais c'est hyper dur. Ah si, tu le contrôles. Mais c'est hyper dur. Bah ça va, si l'arbitre il a pas envie de siffler, il siffle pas. Donc, Denver, c'est un truc qu'ils ont acquis au fur et à mesure. Non, je pense, tu le contrôles. Je vois ce que tu veux dire. Tu le contrôles pas, mais
tu peux te dire que tu peux ne pas t'y arrêter et dire que c'est le truc justement à passer pour être un vrai candidat, quoi. Je pense Et qu'après le la- voir je comme pense- un. Comme... je pensais sincèrement qu'après la saison dernière, on serait un peu plus, Ouais, je vais pas dire mieux arbitré, Ça, mais je suis hyper d'accord. la saison ça va dernière, on a prendre prouvé du que temps, les on gars. était une vraie équipe. Ouais. On est bon Et depuis une finalement, saison et cette année, demie, ça quand même. retombe, quoi. Oubliez pas qu'on est bon depuis une saison et demie. Hein, on n'est pas l'équipe Oui, la c'est plus sûr. régulière du siècle, Ouais. hein, non plus. Les C'est mecs, sûr. voilà, tout le monde peut se dire, et nous les premiers, à tout moment, les Kings, ça repart dans le chaos, et puis c'est terminé, quoi, tu vois. Il faut attendre qu'il y ait une certaine régularité, qu'on s'impose comme des contenders, comme une équipe régulière, etc. Peut-être à partir de là, tu pourras commencer à avoir le respect des coachs, des arbitres, de tout ce que tu veux, mais là, t'as pas assez Mais on de rejoint, bouteilles encore. on rejoint la Regardez suite de l'émission. Indiana, ils ont des calls qu'on Ouais. n'a pas, hein. Et pourtant, ça fait une saison enfin, ils sont un peu dans la même trajectoire que nous. Pourtant, voilà, bref. Ouais, enfin, et pour conclure sur ce chapitre, de toute façon, les lancers, on les met pas, donc on Oui, a, c'est vrai. Ça, c'est. on a un pourcentage Ça m'énerve parce que ça fait scandaleux très écho à 2002, ça. Ça fait très, très écho à Ouais, c'est 2002, clair. On ça. est à quoi, De toute 61, façon, 63%? non, 73. 73,2%, dernier de la NBA. Et avec exactement le même effectif, on était à 79% la saison dernière. Donc, C'est un truc incompréhensible. complètement incompréhensible. Et on perd certains matchs, et on il y a, lançait, vous savez peut-être, notamment Milwaukee. vous voyez plus de matchs que moi. Il y a un changement dans le volume des shooters au lancer ou c'est globalement les mêmes mecs dans les mêmes proportions qui vont sur la ligne? C'est les Non, mêmes. les mêmes. pareil. Ouais. Pareil, ouais. C'est Monk, Sabonis, Fox et un peu nos ailiers, quoi. Keegan, on a un Globalement. petit peu plus parce qu'il joue un peu plus vers le cercle maintenant, mais c'est du 2 par match Ouais, ok. quand il est en forme, quoi. Mais je pense que c'est. Enfin, je ne vais pas parler de traumatisme parce que c'est un mot qui est extrêmement fort. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai blocage sur les lancers francs. Quand tu vois Monk qui, 2 matchs de suite, enfin Milwaukee, même s'il a fait un tweet sympathique, c'est ma faute. Oui, c'est ta faute. Parce que bon, t'es pas habitué. Je crois qu'il a en carrière, il est plutôt bon. Et Ouais. je sais pas, il y a une espèce de. Fox, on sait que c'est pas génial. Même si ça s'améliore un peu, on sait que c'est pas génial. On sait que ce bonus, il y a des soirs, il va pas en mettre. Mais tu sais qu'il y avait des mecs qui arrivaient sur la ligne, tu pouvais te dire, bah, c'est 2 sur 2. Werther, Monk, aujourd'hui, même ces gars-là, qui jusque-là étaient fiables, traversent aussi une période aussi difficile que les autres. Et c'est sûr que 73%, quand t'as pas des. Comment dire? Quand t'as pas des mecs au moins carrés comme il y a pu avoir des Dwight Howard, des DeAndre Jordan. Ouais, c'est ça, parce tout qu'on le n'a monde. pas un mec à 50%. On a Ouais, plusieurs voilà, c'est mecs ça. entre médiocres et T'as corrects, pas un quoi. mec C'est scandaleux, vraiment t'as une l'équipe équipe qui est mid, quoi. qui n'est Ouais, pas, quoi. t'as pas un gros chat qui tire tout le pourcentage de l'équipe vers le bas, quoi. C'est ça. Ah non, Mais c'est Ça c'est craint pour vraiment les play- ça mental. craint, ça craint pour les playoffs, ça. Hein. Ça craint pour les playoffs. Ça. parce que tu laisses des points en route, hein, quand même, mine de rien. Flo t'en parlait sous le tweet du Basket Lab ce midi, là, où tu regardes un peu pourquoi l'attaque des Kings est moins productive et un peu moins dans le top de la NBA. Tu regardes le nombre de lancers francs et je crois que tu as moins de points d'offensive rating par rapport à l'année dernière, rien qu'à cause des lancers, quoi. Ouais, j'ai fait le calcul. Si les Kings étaient à 79% comme l'année dernière, ils auraient quasiment le même offensive rating que l'année dernière. Donc, Comme à peu de quoi, choses près, quoi. Donc, Et en fait, c'est vraiment alors, ce qui mental est quand tu vois rassurant, Monk, il est à 90% la saison dernière, il est à 85 en carrière. Et là, ça fait plusieurs matchs qu'il nous fait des 0 sur 2. Là, le dernier match contre le Heat, il fait encore un 0 sur 2. ouais, c'est ça, c'est ce que je vous disais. C'est incompréhensible. non, mais ce qui est rassurant, c'est que ça veut dire paradoxalement que sur transition, attaque placée et ouais, c'est ça. La machine est la même que l'an dernier, la machine offensive. Voire, elle est, tu vois. Ouais. Si les lancers sont autant une faiblesse, bon. Si tu continues de marcher comme l'année dernière. Après, c'est un poil moins productif, je dirais. Tu as un peu moins l'effet de surprise qu'il y a eu l'année dernière avec Werther qui te balance des 60% à 3 points, etc. Lui, pour le coup, ça a été compliqué. L'attaque, on a vu que ça tournait moins bien quand il mettait pas dedans. Mais ouais, globalement, l'attaque, vraiment, grosso modo, ça suit le même régime. Mais voilà, il y a ce problème ça, de j'avoue lancer qui est. Tu vois ce que tu nous disais, Flo, moi je suis un peu surpris. Parce qu'en fait, en gros, si on enlève les lancers, on tourne, on est une attaque aussi forte que l'an dernier. À l'œil, je veux dire, de ce que je vois des matchs et tout, j'avais quand même l'impression qu'on était un peu moins adroit globalement. Et pas uniquement au lancer. J'ai l'impression qu'on met un peu moins de temps au 3. Il y avait un côté un peu. Alors, c'est peut-être l'effet surprise, comme tu parlais, c'est peut-être que Werther était particulièrement chaud l'an dernier. Ça jouait sur le côté bombe à 3 points qui s'accumulait, je sais pas. Vous avez la même impression, vous ?
on est moins Ouais. adroit. Il y a cette impression, et puis il y a statistiquement, je crois que l'année dernière, on était dans les équipes les plus adroites, avec quelque chose comme 48 ou 49% sur les matchs. Et là, on doit être quand même un petit peu en dessous, enfin, en tout cas, plus loin au classement. Ok. Ça, c'est sûr. On est moins adroit à 2 points en fait. Bon. Moi, je l'explique essentiellement par Fox qui pénétrait plus la saison dernière et il était complètement élite à mi-distance. Et cette saison, il rentre moins et il shoot plus à 3 points. Donc il y a ce petit déséquilibre là par rapport à la saison dernière. Et en fait, à 3 points, on est à peu près pareil que la saison dernière. Par contre, on est moins adroit à 2. Et en volume, on est pareil que la saison dernière ou pas? En volume de À tir 3 pris. points, on shoot un peu plus. Ouais, ça se voit. Bah, le fait que Fox en prenne déjà. Ouais, bah c'est essentiellement ça, moi je pense. Bon, bah, du coup, c'est un joli pont pour le prochain sujet. Et on finira ce sujet par Sabonis pas All-Star, comme on a fait nos tweets depuis maintenant quasiment un mois. Et on continuera la propagande jusqu'à ce que la mort s'en fin de suive. Jusqu'à la mort. Jusqu'à ce qu'il fasse un mauvais match, sujet, c'est comme un il en sujet fait qui va jamais. ouais, c'est un sujet qui va encore nous énerver. Je ne sais pas si ça va nous énerver, mais on le sait tellement qu'on est résigné. Comment expliquez-vous, messieurs, que cette saison, et c'est même pas cette saison d'ailleurs, hein, ça fait plusieurs saisons, mais cette saison c'est assez particulier. On arrive à être très bon contre les très bons, et on arrive à perdre contre Charlotte, contre Portland, à la maison contre Détroit. On prend une rouste contre Philadelphie, où ils avaient pléthore de blessés. Pareil là sur le dernier match contre le Heat. Il y avait d'autres matchs qu'on a perdus où il manquait les meilleurs joueurs. Comment l'expliquer si ce n'est que, en fait, on est une équipe qui est bonne, qui sait être bonne, même très bonne, Mais on ne sait pas mais tuer. qui a cette fâcheuse tendance à prendre certains matchs par-dessus la jambe et qui en fin de saison va nous coûter très très cher, je pense. On n'est pas des tueurs comme peut l'être une équipe comme, je sais pas, comme, je prends l'exemple extrême, mais Boston par exemple. Boston, il t'arrive une équipe en face avec 4 blessés, ils vont leur en mettre 50, quoi. Nous, ils arrivent à une équipe avec des blessés, mais on va galérer jusqu'à la fin du match. Peut-être dans le 4e, on va mettre un run, finir à plus 10, plus 15. Et puis voilà, mais on n'est pas des tueurs, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et comme tu dis, ça prend les matchs un petit peu à la légère, et puis au final, tu te retrouves à pas pouvoir rattraper. C'est juste pas possible, quoi. T'as cité les équipes, mais encore, là, on perd les Hornets quand il n'y a pas la Melo Ball ni Terry Rozier. On perd les Pistons quand il n'y a pas Cade Cunningham, comment il s'appelle leur pivot, le Jalen Duren, etc. Ils font leur meilleur premier carton de l'histoire, je crois. Ils nous en comptent 46, un truc comme ça. Les Pacers quand t'as pas Liberton, Portland, je sais même pas s'il y avait Scoot Anderson, les Sixers sans Embiid, sans je sais plus qui. Enfin bref, en fait, le plus triste, c'est qu'on le prévoit à chaque fois, quoi, en fait. On voit la liste, on voit les injury reports qui sortent et on se dit, on va le perdre, et puis on va le perdre, et puis on le perd. C'est ce qu'on s'est tous dit quand on a vu l'injury report de Miami, c'est ce qui s'est passé, en fait. Mais on est bête, en fait, parce qu'on va pas chercher les sous. On n'est pas des parieurs invétérés, mais putain, mais on pourrait prendre de l'oseille là-dessus, hein, tellement. Le jour où on va se mettre à parier, on va regagner C'est des ça, matchs. et c'est ça le plus triste, c'est que nous, la fanbase, on sait ce qui va se passer et que malheureusement, ça se passe. Ils arrivent même pas à nous donner tort. C'est même plus des vannes, quoi. C'est vrai. Oui, c'est ça, c'est même plus un running gag en fait, c'est juste, on le sait. On le sait, ou quand on gagne cette saison, on a gagné à Détroit. Oui, on a gagné à Détroit, Ouais. mais ils nous ont collé 46 points sur le premier quart. On a galéré jusqu'à la moitié du troisième quart-temps où ils ont un énorme passage à vide. Donc, et comme tu avais tweeté, Olive, Mike Brown, il n'a pas l'air d'être trop traumatisé par ça ou d'être trop énervé par ça. Je crois qu'on est plus énervé que lui et pour moi, c'est un problème. Il dit qu'il n'y a pas de tendance, mais enfin, il y a quand même clairement une tendance. Là, on t'a sorti une liste, il y a au moins 6-7 équipes où on s'est fait toller, alors que tu dois leur en mettre 40, quoi. Enfin, il n'y avait pas les Pels où il manquait pas mal de joueurs aussi. Les Pels, c'est simple, là, ils nous ont mis 30 points de moyenne à chaque fois, je pense. Mais oui, évidemment, oui, voilà, on peut citer les Pels aussi, mais on pourrait en citer plein d'autres, on ne les a pas tous, mais voilà. Le nombre de matchs. Ça, on va gagner à Denver, on va gagner à Los Angeles. On va chercher des wins où on ne s'attend pas. Et cette équipe est schizophrène. Flo et Simon, vous en pensez quoi? C'est pire que ça. En fait, par définition, ce serait être imprévisible. Ça veut dire qu'on fait
on a des résultats qui sont difficiles à prévoir parce qu'on perd contre les petits, on peut gagner contre les gros, voire contre les très gros, et voire contre les petits qui ont en plus des blessés, parfois on peut perdre. Mais nous, c'est tellement exagéré, j'ai l'impression qu'en fait, si tu divises ça en 4 avec vraiment les matchs que tu peux vraiment absolument pas perdre, les matchs que tu peux pas perdre, ceux que tu peux absolument pas perdre, c'est ceux-là qu'on va perdre. Vous voyez, on tire dans les extrêmes. On est tellement imprévisible à tirer dans les extrêmes qu'on en devient très prévisible, d'où ce que tu disais à Paris et tout. Mais surtout, pour avoir re-regardé là, juste avant l'émission, j'ai regardé. Alors effectivement, c'est fou. Dès que tu vois approcher les Hornets ou les Portland ou tout ça, en tant que fan des Kings, tu flippes beaucoup plus que de voir arriver les Clippers ou je sais pas moi, les Knicks ou quelque chose parce que y a cette tendance. Mais surtout, cette saison-là, qu'est-ce qu'on n'est pas régulier? C'est toujours 2 victoires, 1 défaite, 1 victoire, 2 défaites, 1 victoire, 1 défaite, 1 victoire, 1 défaite. Et c'est l'enfer. Il n'y a pas de série comme l'année dernière quand même. Il n'y a pas ce truc-là. Il n'y a pas ce run. Et je crois que c'est ça pour moi. Alors oui, et dedans s'inscrit le truc que c'est parce qu'on n'est pas régulier que effectivement, en raison de plus, comme on est un peu imprévisible et qu'il y a quand même ce côté, on aime bien faire les cons et prendre les équipes de haut. Je pense aussi que pour les petites équipes, quitte à devoir se transcender contre un gros, on a bien la bonne tête de gros qui est pas assez gros pour résister à ça. Vous voyez ce que pour des équipes comme Charlotte ou Portland, c'est cool. Tu tapes une équipe playoffable et tout, on est quand même là-dedans plus facilement prenable que des équipes très sérieuses parce qu'on n'est pas sérieux, quoi. Il y a un côté pas sérieux. Ouais. Non, et ça confirme pour moi l'irrégularité. C'est le problème que j'ai avec l'équipe cette année. Ouais, je suis complètement d'accord. Et moi, du coup, je fais le parallèle avec les lancers francs. C'est que pour moi, c'est vraiment du même acabit. C'est un problème mental, quoi. Et au-delà de ça, ce qui m'inquiète, moi, c'est que ça questionne sur le leadership, hein. Le leadership de Fox, de Sabonis, de Mike Brown. Pour que ce soit tellement répétitif dans l'irrégularité, c'est qu'il y a un message qui passe pas, quoi, d'après moi. Ce serait arrivé une, deux, 3 fois, on y revient plus ou moins souvent parce que c'est la tendance de l'année. Hein. Mais ce serait arrivé que quelques fois. Bon, tu te dis, c'est des choses qui arrivent, tout peut te passer sur un match, etc. Mais là, vraiment, la tendance sur l'année fait que, comme tu dis, Flo, il y a peut-être quelque chose de cassé, quoi. Au-delà même de ça, c'est que nos résultats à domicile, et même les stats en général, défense, attaque, tout ça, on est moins bon à domicile qu'à l'extérieur. J'allais le dire, en plus, j'allais faire une transition sur ça. C'est le fait de jouer à domicile. Je pense qu'à chaque fois qu'on perd contre des petites équipes ou des équipes un peu éclatées, c'est à domicile. J'ai pas la stat, mais Pistons c'était à domicile, Charlotte c'était à domicile. Et voilà, et puis... Et pour moi, ça confirme que ça a vraiment l'air d'être un problème de relâchement, de concentration, quoi. C'est-à-dire que quand tu vas jouer les gros, tu vas le couteau entre les dents et tu joues à 110%. Et puis, quand tu es à la maison face à une équipe supposée plus faible, tu te relâches. Et puis, sauf qu'en NBA, tu peux te faire cueillir par n'importe qui, hein. Mais c'est pour ça, Vas-y, Simon. Entre les relâchements, le manque de régularité, le côté un peu manque de respect, on le disait, on va dire, ou tu vois, par rapport à l'arbitrage, le statut, tout ça. C'est pour ça que moi, j'aimerais vraiment bien voir débarquer, déjà dans l'effectif, mais peut-être même aussi dans le management, à un endroit, sans virer forcément quelqu'un, mais tu vois, en renfort, des gens un peu plus établis dans le pedigree NBA, on va dire. Tu vois, peut-être un ancien champion, un joueur, mais un mec qui rejoindrait un mec à la Kylori ou j'en sais rien. Là, c'est pas possible. Mais tu vois, et puis peut-être aussi dans le staff, un nom et tout. J'aimerais bien voir si ça joue un rôle, ça, ou si c'est des conneries. Parce qu'il y a toujours ce discours de dire à un moment que c'est bien d'aller chercher. Vous voyez de quel genre de profil je parle, de joueurs, mais peut-être même aussi d'assistant coach. Mais on a Leandro Barbosa, je disais. Faudrait qu'on ait mieux que ça et plus que ça. Mais tu vois, par exemple, l'année dernière, on en a probablement peut-être pas assez parlé, mais l'apport d'un mec comme Della Vedova dans une équipe comme ça joue beaucoup. Il n'a pas beaucoup joué sur le terrain, mais c'est un impact sur le vestiaire qui est phénoménal. C'est un ancien champion. Il se tape contre Charlotte sans la mélo, tu vois. Ouais, c'est une mentalité de dog, comme ils aiment dire en NBA, voilà, un mec un peu nasty et tout. Donc là, vraiment, t'as plus trop ce profil de joueur dans l'effectif, quoi. Et peut-être que ça manque, en fait. Peut-être, quand on parle à chaque fois, on ressort l'exemple de Schumpert, et là, on peut parler de la Vedova l'année dernière. Il te manque ce gars un peu aboyeur qui va gueuler sur tout le monde, qui va être très... tout ça, ouais, tu vois, il manque ce truc-là, comme tu dis, quoi.
vous réalisez que Iman Shumpert, je pense, c'est évoqué à chaque podcast. Je crois qu'on Complètement. peut dire passe à chaque fois. Mais c'est une King's Legend. Ouais, c'est Iman incroyable. Shumpert. Non, mais à la fois, oui, enfin bref, c'était la dynamique et son départ, à la fois parce que ça cassait le groupe et aussi parce que lui était c'est ça que tu dis, ce dog. Je sais pas, je commence à réfléchir un peu autour de ça, à me dire que c'est vrai que. Alors, c'est cool qu'on n'ait pas pris Pape Deverly, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'avais pas pensé à l'absence de la Vedova, tu vois, ou au fait que. En fait, c'est pas ça, c'est à me dire, si cette année il était encore là, est-ce que. Qu'est-ce que Il y ça aurait eu change, des quoi? défaites qu'on n'aurait pas eues. Ouais, je pense. Moi, je pense Peut-être, que ça a quand même un impact non Peut-être. négligeable quand même. En fait, ce qui est énervant, c'est l'espèce de je m'en foutisme à chaque défaite. T'as pas Fox qui pète un câble, tu vois ce que je veux dire? Il m'a rendu fou là dans sa conférence d'après-match contre Détroit. Le seul truc qu'il te dit, c'est oui, mais aujourd'hui en NBA, tout le monde peut taper tout le monde. Putain, mais c'est pas ça que tu dois dire. On a fini troisième la saison dernière. On est une équipe aujourd'hui, on veut s'installer en playoff. On n'a pas le droit de perdre ces matchs-là. Plutôt que de dire oui, oui, bah non, c'est bon, stop. Et je l'ai déjà évoqué plusieurs fois. Moi, c'est ce qui me manque chez Fox. C'est ce côté leadership à remettre tout le monde sur le droit chemin plutôt que se cacher en disant oui, bah, on est en NBA, on peut perdre contre tout le monde. Et vous parlez de marge de progression et ce qui nous manque. Et je pense que ce qui nous manque, c'est ce côté leadership que n'aura jamais Sabonis parce qu'il n'est pas comme ça. Mais que devrait avoir Fox, si c'est même pas si. Il est le franchise player, il doit avoir aussi ce côté capitaine, ce côté comment dire, commandant de navire à mettre des coups de pression aussi et pas juste dire ouais, non, bah ça arrive, c'est comme ça. Et dans le défaitisme, ça me saoule grave. Ça me saoule. Vas-y, ouvre ta bouche. Mais après, c'est sa personnalité, je crois, hein, et malheureusement, il a un peu. Ouais, c'est ça. Je comprends que ça te chagrine, mais tu vois, moi, tant pis, quoi. Mais l'avoir par un autre mec, et un mec qui joue un peu de temps en temps, on est quand même, quand tu regardes, effectivement, Sabonis, Fox, Monk, Werther, Barnes, Murray, Barnes, on est des gentils, hein. Mais je te dis, c'est ce que je disais tout à l'heure. On il y a est des pas- gentils, il y a- hein. il y a Franchement, pas on est un des gentils, tueur ouais. dans cette Pour la équipe, il y a NBA. pas un tueur. Dans la C'est vie, bon. c'est cool, mais pour la NBA, on est des gentils. Le seul qui sort un peu du lot, c'est Monk parce qu'il a une Ouais. personnalité un peu plus excentrique. Mais c'est vrai que Fox, enfin, le groupe dans son ensemble, il est vachement aimable entre guillemets parce que c'est vrai que c'est un bon groupe, ils sont sympas et tout ça. Mais c'est vrai que t'as pas, comme on disait tout à l'heure, hein, il manque un leader aboyeur qui est capable de rentrer dans les plumes des gars des fois pour leur secouer les puces et puis pour qu'ils se remuent, quoi, hein. Parce que effectivement, Et le Fox, problème, c'est que Sabonis, ils jouent à fond pour le collectif et tout ça, mais c'est pas des vrais meneurs d'hommes, je pense. C'est des Donc, leaders je- sur le terrain. mais Leader, pas- Après, la sur le question, terrain, par la question, c'est exemple, est-ce La question, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire parce qu'on veut pas penser. Tu vois, c'est pas une obligation de recruter maintenant forcément PJ Tucker et je sais pas qui parce que c'est des vrais faux durs là en NBA, mais de réfléchir aussi à le groupe là naturellement, effectivement. Putain, la NBA c'est dur. Moi j'ai peur en fait cette année, elle me fait un peu peur. Je me dis il y avait un truc l'an dernier, il faut consolider et tout, mais il faut pas qu'on rate les playoffs cette année. Moi j'avais dit ça dès le début et il faut pas qu'on rate les playoffs, quoi. Ah non, c'est Faut- clair. Mais faut- on peut ouais. pas aujourd'hui, ils ne peuvent pas se contenter de prendre ces défaites-là et de dire ouais, bah c'est pas grave, il reste encore des matchs, on fera mieux le prochain match. Oui, t'es pas Si ce on veut genre s'installer d'équipe. comme une équipe forte de la conférence Ouest, on ne peut pas se satisfaire de ces défaites à la con. Et il y en a beaucoup trop cette saison. Et cette saison, Parce ça que pardonnera moins que la saison dernière. Parce que bah, là, on Mm. voit, hein, d'une défaite, une victoire, tu passes de 5 à 7, de 5 à 8. Et que bah, si tu n'es pas régulier sur ces matchs-là, c'est compliqué, sachant que là, Ouais. sur la fin de saison, je crois, on a encore 11 matchs à domicile ou 16 matchs. Enfin, On et a c'est la à plupart domicile des qu'on matchs est à moins domicile, bon. ouais. Et Donc- puis, je pense pour prendre le contexte, là, on est tous sous pour un truc. Ça allait mieux. Enfin, c'était relou. Je trouve cette saison là depuis 2 mois, ça allait mieux. Et celle à Miami, elle fait mal, quoi. Là, on sort aussi, on enregistre le podcast après la défaite à Miami, contre Miami, parce que c'est même pas à Miami, c'est contre Miami à domicile. Ouais. Celle-là, parce que si on n'a pas un minimum de régularité d'ici la fin de saison, ça va être compliqué, hein. Mais C'est surtout sûr que si quand on avait fait quand le tu vois podcast qu'on- après la victoire contre les Clippers, on n'aurait pas forcément le Ouais. même discours. Moi, elle quand m'a tu vois affecté, que- la C'est défaite. ce genre de match qui nous rend fous, en fait. On n'a pas le droit de perdre ça. Enfin, Qui t'inquiète. En fait, qui t'inquiète pour la continuité, la fin de saison, l'objectif des playoffs, la continuité d'être en playoffs par rapport à l'an dernier, etc., quoi, etc., Mais quand etc. tu vois comment ça se tape, entre 5 et 8, là, je suis sur le classement, entre 5 et 8, il y a un match et demi d'écart. et ça Donc, revient un peu voilà, derrière, hein. Je crois qu'ils comme sont à dit- 3 matchs derrière.
Les ouais. Warriors, je crois, ils sont à 3 Warriors matchs. et Lakers, t'as Et 3 les matchs. Warriors sont en train de remonter fort en plus. Ça peut arriver vite. Hein. Donc, Parce qu'en ouais, tu sortiras jamais du play-in, mais il faut quand même se bouger le cul, quoi, parce qu'en fait, le pack de devant, le top 4, là, il commence à se dessiner et probablement que personne va rentrer dans ce top 4. Ils ont quand même 3 matchs, le quatrième à 3 matchs et demi d'écart sur le cinquième, ce qui est plus d'écart qu'entre le cinquième et le huitième, quoi. Enfin, c'est zinzin, quoi. Mais voilà, là, aujourd'hui, il faut se dire, il faut se qualifier directement en play-off et pas aller en play-in, quoi. Il faut s'éviter des peurs inutiles, quoi. Tu gagnes les matchs Surtout que que tu quand dois tu regardes- gagner et t'es dans les 5-6 sans problème, quoi. Quand tu regardes devant, est-ce que tu dis sur un play-in, on pourrait taper les Pels, qui nous ont giflé Non. autant de fois cette saison. Moi, Est-ce si. qu'on peut se dire que on peut sortir Dallas? Est-ce qu'on peut se dire, je sais pas avec qui on se bat là, je crois les Suns, est-ce qu'on peut se dire, ouais, au play-in, on sort les Suns? Moi, Parce la seule équipe où j'aurais peur pour le play-in, c'est. J'aurais absolument pas envie d'avoir les Warriors sur un match éliminatoire. Ou les Parce qu'on Warriors, on oui, va qui encore en peuvent prendre revenir 50 derrière. de Curry, ça va m'énerver. Ou les Warriors Pels, ou parce même que. Lakers. Ouais, et Même puis après Lakers, l'an c'est fort. dernier, Voilà, non, mais il faut, tu gagnes les matchs que tu dois gagner, t'es 5e, 6e sans aucun problème et tu finis la saison tranquille. Forcément, là, on s'est vu peut-être un peu trop beau après avoir fini 3e l'année dernière. Là, c'est vraiment beaucoup plus dense et ça commence à être compliqué, quoi. Il y a vraiment 2 places à aller chercher et les places sont vraiment chères, quoi. Chaque match, La cinquième devrait être pour nous. Si tu es régulier à gagner les matchs que tu dois. Après, tu oui, perds contre les Nuggets, bon, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire. Mais si on prend les matchs qu'on aurait dû prendre, on est cinquième. Je dis pas que ce serait lock jusqu'à la fin de saison, mais on se baladerait pas à l'heure actuelle entre 5 et 8. disons que on sonne peut-être sévère, mais moi, jusqu'à il y a un mois et demi, je me disais quand même, par rapport à l'an dernier, il y a un paquet d'équipes qui jouent mieux, qui n'ont pas les saisons galères qu'elles avaient l'an dernier, l'Ouest est plus fort et tout. ouais, Mais c'est vrai que l'irrégularité, les défaites à la con et tout, je me suis dit non, on pourrait faire mieux et on doit faire mieux parce que c'est comme ça. Si tu peux, tu dois, tu vois, dans ce sport de haut niveau, il n'y a pas à réfléchir. Faut pas se dire, c'est pas grave c'est pas la même vie que nous, hein, c'est le vrai haut niveau. Donc perdre contre les Hornets à domicile, même celle d'hier là contre Miami et tout, tu dois te dire que c'est pas normal. Tu dois pas avoir ce discours de genre oui en sport ça peut arriver, c'est pas grave. Non, tu dois, même si tu sais que c'est un peu faux et voilà. Et je trouve qu'on n'y est pas. On n'est pas assez dans l'urgence. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Là, il faut qu'on joue. C'est le vrai début de saison. Voilà, vous voyez, je retrouve même ma voix et tout. C'est le vrai début de saison. Parce que le All-Star Game, les vacances, tout ça, Sabonis, il est snobé, tout ça. Mais c'est fini, ça y est, ils sont tous rentrés des Bahamas, là. La saison commence. Ça veut dire que maintenant, ça va vite, en fait. Il y a genre 5 semaines, là. 5 semaines de match, 6 semaines de match. Les playoffs arrivent. Boum, boum, boum. C'est l'urgence. Et ça fait 3-4 matchs. Là, je regarde des matchs des Kings, des autres matchs et tout. Il y a des équipes, tu sens que ça y est, quoi. La saison a commencé. Ouais, le déclic est fait. Ouais. Et il faut qu'on s'y mette. Par contre, c'est très paradoxal, mais si je me projette sur la fin de saison, s'il y a une émotion que j'ai pas encore vécue en tant que fan des Kings et qui me fascine, même si je crois que je sais pas, ça peut métamorphoser si ça se trouve, tellement ça va être intense. Et le play-in, qu'est-ce que c'est ça? Parce que nous, on n'a jamais vécu ça. Faut qu'on parle à des gens qui ont vécu ça. Ça veut dire que tu as toute une saison là, tu as 82 matchs. T'as des hauts, des bas, tu décortiques, des défaites contre Charlotte, tu essaies de comprendre pourquoi ça veut ce machin. Et à la fin, ça peut jouer parce que tu foires un carton contre Curry qui a pris feu, ou il y a des mecs qui ont perdu à ça contre Trae Young, mais moi je casse la maison. Hein. Toute ma saison, elle est finie parce que il me semble en Trae Young qui sort une année, les Hawks ils sortent, je crois, du play-in. J'ai un doute maintenant. Ouais, je crois que l'année dernière. Je crois la première année. Contre les Raptors de mémoire. Ouais. Mais vous voyez ce que je veux dire? La saison dernière, c'était ça, les gars, je crois. T'as la gamine de DeRozan qui crie un peu, t'as un mec lambda qui prend feu dans un carton et ta saison elle est morte. En un match comme ça, là. Non. Surtout non, mais. Les no-names qui nous cassent la gueule, c'est une spécialité. Donc, non, mais il faut imaginer, les gars, les Kings en play-in, faut tous être devant. Nous, je sais pas dans quel état on va finir, mais même les autres pour le divertissement, je sais pas ce qui va se passer. Mais les Kings dans le play-in, c'est pas toxique le mot, c'est inflammable. Moi, j'ai pas envie de voir le play-in, vraiment. On a assez souffert pour vivre un truc comme ça. Hein, non, si ça se trouve, Mo qui va mettre 70 points. Ouais, sur un match à élimination, tout peut arriver. Mais... Comme on disait, se taper les Lakers ou les Warriors ou les Pels, enfin peu importe. Moi, ça me fait peur. En play-in, on est vraiment pas certain de passer.
Et deux matchs comme ça là, Il qui faut s'enchaînent vraiment, en 2 jours là. il faut vraiment être sur la partie haute du play-in, c'est-à-dire avoir un seul match à gagner pour passer, quoi. Il faut vraiment être sur la 7-8, quoi. Oui, C'est oui. impossible d'être en dessous, quoi. C'est impossible. Et t'en as 2 à enchaîner comme ça. Flo, on va mourir. 2 matchs comme ça d'affilée. Moi, j'ai mon cœur Contre qui les- lâche. Et puis en plus, le truc de foot, T8, tu joues, vu le refaire à l'ouest et tout, tu joues les Warriors, tu les tapes dans le play-in, tu te dis, ah, c'est fait. Non, il y a encore un match, c'est les Lakers. Faut genre battre LeBron pour avoir le droit de jouer les Non, playoffs. 7-8, Comment ça marche 7-8, tu gagnes, t'es qualifié. 7, tu gagnes un match, t'es qualifié. Ouais, 7 et 8, tu 8, gagnes un match, t'es tu dois qualifié. gagner 2 matchs. Non, 8, c'est tu dois 9-10. gagner- C'est 9-10. Ok. C'est 9-10, tu dois gagner 2 Ah bah matchs. oui, tu joues 7-8, oui, je suis bête. 9 et 10, Oui, tu mais joues donc le 9. perdant du 7-8. Donc 9, t'as 2 matchs à jouer qui peuvent être potentiellement contre Curry et LeBron, quoi. Oui. Ça veut dire que t'en élimines un, t'as même pas le temps de faire la fête, que tu dois te préparer à. Voilà, si t'es 9 ou 10e, autant dire que t'es mort, quoi. Mais voilà. Je dis pas que j'ai envie de le vivre, mais que si on le vit, ça va être quelque chose Ah, d'inoubliable. mais t'as l'air Non, excité à l'idée de potentiellement pouvoir le voir. Donc, t'es tout seul dans ce bateau-là, hein, Simon. Moi, je ne veux absolument pas. Ah non, mais j'ai dit à 5 minutes, il faut qu'on aille en playoff directement, hein, c'est ça que je voulais Il faut dire. quand même Mais avoir un minimum confiance. Je pense pas qu'on descendra en dessous de la 8e place, sauf catastrophe, parce que, faut le dire, on s'en sort quand même très très bien jusqu'à là, quoi. Quand on voit que la densité de la conférence Ouest, le fait, comme tu disais, Simon, qu'il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas les problèmes qu'ils avaient l'année dernière, beaucoup d'équipes plus fortes et tout, vu ce paramètre, plus l'irrégularité des Kings, être 7e aujourd'hui, avec quasiment 10 victoires au-dessus des 50%, c'est pas un miracle, mais c'est quand même. Enfin, je trouve c'est qu'on pas s'en mal, sort ça très pourrait être bien, pire, quoi. ça pourrait être pire. Je trouve qu'on s'en sort très bien. On pourrait vraiment être les Lakers là à 31-28, quoi. Je suis d'accord, Très bien, mais mais ça on est fait dans le progressif. ça fait trop longtemps à mon goût qu'on navigue dans des zones play-in là, et on fait une saison un peu trop. Et puis c'est quand même, je sais pas, Minnesota, Oklahoma, tout ça, ils font des saisons de ouf et tout, donc, tu vois. L'an dernier, je sais pas, je suis. Pour moi, tu dois mettre un coup d'accélérateur là maintenant, quoi. Voilà. Là, tu Voilà. sors d'un mois de février qui était, on va le dire quand même, le mois de février, c'était probablement le mois le plus compliqué du calendrier. Tu as 3 fois Denver, les Clippers, je sais plus qui et tout. Enfin, statistiquement, c'était le mois le plus dur, ok. Là, tu arrives en mars, ça va être un petit peu plus cool. C'est Ouah, des pas équipes. sûr, hein, t'enchaînes Denver, Minnesota, Lakers, je crois, il y a du gros. T'as encore, hein. des Houston, t'as des trucs comme ça, tu vois, sur le Mais justement, papier. c'est ça qui est pas rassurant avec nous. C'est ça le problème. C'est que c'est même pas rassurant pour nous de se dire qu'on a des équipes faibles. C'est Enfin, pas forcément même si rassurant, Houston, mais ils sur font le une meilleure papier, saison que ce qu'ils pensaient. sur le papier, tu te dis, si tu Bah, après, il y a quand même, faire il y a quand un même run des avec équipes qui sérieux, vont chercher à perdre. Non, puis il y a des équipes dans le lot qui vont se mettre à vraiment chercher à perdre. Ça Ah, peut je sais jouer en pas, notre c'est faveur. tellement dense que ça Non, va chercher à pas- perdre en dessous des Lakers. C'est-à-dire, même les Rockets, hein, je pense qu'ils vont peut-être essayer Non. d'accrocher le play-in. Je sais Il y a- pas s'ils sont trop loin, je Il y regarde a, pas. il y a 4 matchs entre le 10 et 11e, c'est quasiment. Aujourd'hui, oui, on en reparle dans 15 jours, par exemple. Ça va vite là, ça va aller vite. Là, dans 15 Genre le dans 15 Jazz et jours, les ça. Rockets, il n'y a aucun monde dans lequel ils sont en play-in, quoi. Vraiment, là, 4 matchs, ça peut paraître pas beaucoup, mais 4 matchs à ce stade de la saison, Bah, disons c'est que quand même si, beaucoup, quoi. et si dans 15 jours, il y a toujours 3, 4, 5 matchs, c'est fini. Tu vois. Ouais, ça va être ça. Ça va. Et Ils le top 10, risquent il de va décider de pas tanker, quoi. Comme Dallas l'an dernier, tu vois. Dallas l'an dernier, à un moment, clairement, ils ont décidé de tanker. Je lance À d'ailleurs 2 une semaines crotte de la nez fin, là. Je lance une petite crotte de nez là aux fans des Rockets en début de saison qui nous disaient que ils seraient 6e et devant les Kings. Voilà, c'est placé, c'est gratuit comme ça. Ah, tu peux parler de Sengun All-Star aussi ou On peut. on peut- C'est le meilleur shooter à 3 points. Enfin, bref. Et Voilà, c'était une petite parenthèse. Des petites parenthèses. Maintenant, la dernière question, et là, c'est pas d'actualité, mais malheureusement, ça peut vite le devenir vu la densité de la conférence Ouest. Si on n'est pas playoff, il se passe quoi? C'est totalement scénario. Hein. C'est-à-dire, si on rate le play-in, ou on sort par le play-in. Si on n'est pas en playoff, Si on on sort est en pas- play-in, Oui, par d'accord, exemple. ouais. On s'en fout du play-in. Ouais. Il risque d'avoir Ça un taux fonctionnera pas de de. dire on est en play-in. Bah, non, parce que déjà, pour Flo et moi, je demande si on passe par le play-in. Nous, on se remet déjà. Nous, on a besoin de 3 semaines. On va en balnéo et tout. On se remet du play-in, tu vois. Je suis dans votre camp, les gars. Je suis dans le camp de l'équipe. Oubliez pas. Ouais, déjà, moi. Fou. Non, mais quand Est-ce tu penses que l'année dernière, on transpirait à l'idée d'aller en playoff alors qu'on était 3e avec un nombre ridicule, absurde de matchs d'avance sur la 7e place, je sais pas, genre 6 ou 7 matchs. on était Comment on même va fébrile être à l'idée d'aller à Sacramento parce qu'on n'était pas sûr. quand encore. on va être à jouer le play-in pour 1 ou 2 matchs, mais on va pas tenir, quoi. On va pas tenir.
Ça dépend. En fait, ça dépendra de pourquoi on n'y va pas. Si il y a eu une blessure, s'il y a eu vraiment un truc, un vrai vent défavorable, ça minimisera le truc. Mais sinon, et si en plus dans le même temps, on verra qui y va du coup, mais ça va pas casser le projet. Tu peux pas non plus être, tu Non, vois, mais jeter le non. bébé avec l'eau du bain, etc. Mais tu peux effectivement, les trucs qu'on a commencé à effleurer là, à se dire, il faut plus de vétérans, il faut peut-être durcir le discours envers la ligue, avec les arbitres, il faut peut-être commencer à flopper s'il faut, il faut peut-être commencer à défendre surtout l'avantage du terrain, quitte à jouer physique, quitte à mais faire quelque chose parce que les défaites à domicile, je sais pas combien on aura de défaites à domicile, par exemple en fin de saison, mais ça peut être, et fixer comme ça 3-4 vrais trucs à l'équipe de c'est dur, rappelez-vous, et vous êtes peut-être un peu trop vu, trop beau, nous aussi, on n'a peut-être pas assez bossé, et il faut être plus fort que ça, quoi. Après, la deuxième, pardon, peut-être que, mais juste un petit truc, le deuxième point de vue, par contre, ça peut être tactiquement. On est quand même toujours sur un modèle atypique. Il y a pas mal de gens qui commencent à dire que la taille revient en NBA, puisque tout le monde maintenant, et on le voit avec Wemby, mais pas que lui, si tout le monde shoot, passe et dribble, bah en fait, au bout d'un moment, tu as intérêt à avoir plutôt les plus grands que les plus petits à la fin. Ça reste du basket. Ouais. Et on tend un peu vers à réfléchir, je schématise, hein, mais un tout petit peu à notre taille, c'est un bien grand mot parce que les mecs sont quand même grands, mais à notre dimension, et ça rejoint le premier truc, hein, mais peut-être physique, dur, etc. Pour gagner peut-être des matchs un peu plus dans le combat, quoi. Quand le jeu est moins bon, quand l'adresse est moins bonne. On a peut-être trop besoin de bien jouer pour gagner, pour résumer. Ce sera peut-être ça la conclusion si on va pas en playoff. Le problème qu'on a, c'est que quand on est en difficulté, la seule solution qu'on a, c'est de tirer à 3 points. C'est ça. Et c'est sûr que c'est compliqué. Il y a juste un facteur que je voulais aussi évoquer avec vous 2-3 minutes là. C'est que la saison dernière, on disait on a été épargné par les blessures. Cette année, à part malheureusement Vezenkov, on est encore plutôt verni où on joue avec un Fox blessé. Mais en termes de blessures, on n'a pas eu de grosses périodes où on n'a pas eu ni Fox ni Sabonis. Il y a eu Werther un peu blessé, Murray un peu blessé. Mais sinon, cette année, on est encore plutôt verni à ce niveau-là. C'est vrai. Complètement. Ouais, non, mais... Après, Fox, moi, je sais pas. Effectivement, je pense qu'il joue blessé. Hein. Il joue gêné. Tous les matchs, il dit qu'il a mal à l'épaule, mal au genou, ou je sais pas quoi. Il se prend des coups dans tous les sens. Il continue de jouer, c'est tout à son honneur, mais peut-être un moment, il faudrait qu'il prenne 2 matchs à se reposer et qu'il revienne à bloc, quoi. Là, je pense que le All-Star Break a fait du bien quand même. Le All-Star Break a vraiment fait du bien. Tu vois qu'il est à 30 points de moyenne là, depuis 5 matchs, donc c'est quand même plutôt cool, quoi. Avant le All-Star Game, on se sentait vraiment en difficulté, quoi. Vraiment mal, quoi. Là, il revient quand même au top de sa forme, c'est plutôt rassurant, quoi. Ici, voilà, moi, ça me laisse, je reste quand même de nature optimiste. Je pense quand même qu'on va faire un petit run qui va nous sécuriser un peu plus sur les places 7-8 là, dans les prochaines semaines. Mais, parce que il y a ce truc qui revient, quoi. Il y a Werther qui est de plus en plus régulier quand même depuis peut-être 2 semaines, 3 semaines. Keegan, il est un petit peu sur courant alternatif, mais quand même, il te met ses 10-15 points. Barnes, pareil, tu vois, Fox, il revient en force. Sabonis, il n'a pas fait un mauvais match depuis 100 ans. Puis voilà, il y a quand même un truc qui me dit que là, il manque juste un petit clic et c'est bon, on va partir, on va faire un run et puis on va se mettre à l'abri. Parce que là, on est là à parler de ne pas faire les playoffs, hein, quand même. On va pas non plus... faut quand même arrêter de pas dramatiser non plus, quoi. Non, franchement, je pense qu'on y sera. Mais ce qui m'inquiète énormément, c'est que là, contrairement à l'an dernier, et on l'a dit à un moment dans le podcast, on n'a pas le luxe d'être au-dessus de la ligne de flottaison et de se permettre les conneries. On est dans les eaux troubles. On n'est pas ce genre d'équipe, quoi. On n'est pas ce genre. Donc on maîtrise pas tout à fait notre destin parce que les autres vont pas nous faire de cadeaux et les autres cette année, nos concurrents directs là, c'est pas. C'est chiant. C'est pas cadeau, quoi. C'est pas cadeau. Ils vont pas te faire de cadeaux. Et si le moindre truc arrive, ça dégénère. Là, t'as un truc, là, maintenant, t'as une mauvaise nouvelle au mauvais moment. T'as pas la marge de manœuvre pour l'encaisser. On en revient à cette ligne de flottaison, etc. Hein, tout le monde a compris. Donc, on dramatise pas, mais on est légitimement inquiet parce qu'on sait comment ça marche. Là, on maîtrise pas tout à fait les événements. Moi, je veux un run là assez vite pour être juste au-dessus de ça. Là. Je veux être 5-6e dans 2 semaines, quoi. Le problème, c'est que les autres équipes peuvent aussi être 5-6e avec un run, tu vois. Donc, mais on est meilleur normalement. Un run, ça peut être sympa pour être 5e. Mais les équipes sont quand même plus régulières. Tout autant, ça va être compliqué. C'est quand même plus régulier devant nous, quoi. C'est ça. Tu dis si tu mets un petit coup d'accélérateur, on passera plus au-dessus de
la 5e place, je pense. Non, ça c'est déjà fini. Non, c'est fini. Il n'y a personne qui passera au-dessus de la 5e. Enfin, à mon avis, le top 4, là, il est dessiné. De toute façon, ils se tiennent tous dans un mouchoir de poche. Ça va changer. Non, mais nous, on fait la guerre au Pélican, là. Bah, indirectement, oui. Et on va probablement se mordre les doigts de se faire taper à chaque fois, quoi. Bah là, ça va se jouer entre Pels, Suns, Mavericks, nous. Parce que là, tu gagnes juste tes confrontations directes face aux Pelicans. T'es 5e les confortable. Mavs, ils vont gagner plus de matchs que nous, là, d'ici la fin de saison, je pense. Malheureusement, enfin, je sais pas, les Mavs, ils sont chauds, là. Ah, ils sont réguliers aussi, hein, quand même, mine de rien. Ouais, mais là, ils sont chauds depuis la trade Depuis deadline. la trade deadline, je c'est sais quand même pas. un peu mieux. Ils sont chauds. Les Suns, les Suns, quoi. Ils vont pas, ils en perdent, hein, ils en lâchent en route, mais bon. Si t'as une équipe qui peut chuter, c'est les Suns, à mon avis, hein, parce que on l'a vu l'année dernière, ils ont toujours ces mêmes problèmes-là. Tu manques de profondeur, etc. Et les Suns, ça peut se péter la gueule, comme ça peut. Enfin, tu vois, à mon avis, ça va suivre le même rythme, donc c'est prenable. On est dans les eaux troubles. On est dans les eaux troubles, en concurrence avec les Suns, les Pelicans. Ouais. Dallas, j'ai l'impression qu'ils vont s'en sortir, franchement. Si je suis honnête. Mais Suns, Pelicans, nous, on est les Warriors qui sont en train de remonter fort aussi. Et les Warriors vont se mêler à la bataille avec nous. Il faut regarder derrière aussi. Ouais. Les Warriors reviennent. Warriors-Lakers, on n'est pas à l'abri. Mais on peut complètement le faire. Hein. Ah oui, non. Dans les deux faire, sens, moi, je suis inquiet. La saison des Kings me fait penser à un de ces innombrables matchs Kangs où ça joue. L'adversaire reste à hauteur pendant 3 quarts temps et tu te dis ouais mais il joue au con et dans le 4e quart temps ils commencent à plus mettre les 3 points et puis l'adversaire passe devant et ils perdent. Et moi cette saison là j'ai vraiment peur de ça, c'est-à-dire qu'on reste dans comme le dit Simon dans les eaux troubles là et puis une blessure, une mauvaise série, un truc et bam ça peut faire très très mal hein, t'as aucune marge de manœuvre, ça c'est clair, t'as aucune marge de manœuvre. Mais là, dans nos adversaires directs, les Pels, on les a tous joués, il me semble. Oui, j'espère. Cette nuit, on doit les jouer encore une fois. Les Pels. Ah si, oui, ouais. on les joue en avril. Parce que comme on les a joués dans le tournament, machin, je sais plus, 3 bidules, là. Du coup, on va les jouer. Non, mais ils nous mayonnaise à chaque fois. Hein. C'est ça le truc. C'est qu'une victoire contre nous peut les faire basculer vraiment dans le bon sens. Je crois qu'on a le dernier match contre les Nuggets cette nuit de la saison. Après, il y a encore les Wolves. Ça, c'est cool parce qu'ils reposeront l'effectif. Ouais, c'est ça. Il y a les Wolves, je crois, après, où c'est aussi on a encore des adversaires directs à jouer et à aller chercher, quoi. Et comme on disait tout à l'heure, si on se lâche contre les équipes derrière nous, devant, ils vont en profiter pour nous mettre une mine. Non, mais c'est à nous. De toute façon, le calendrier sur la fin de saison, il est lisible parce que tu sais pas, il y a des équipes entre le jeu de classement, les trucs, le play-in, les effectifs à faire reposer. C'est à nous d'aller chercher le truc. Et là, effectivement, moi, c'est pas que je suis inquiet, mais je trouve que l'équipe est pas assez. J'ai pas le bon mot, c'est pas tout à fait sérieux tout à l'heure. Mais il y a un truc de la volonté de se rendre compte de l'urgence, de se rendre compte du truc. Et il y a une sérénité que dégagent certaines équipes dans la bagarre, dans cette espèce de run que tu dois faire en fin de saison, notamment nos concurrents directs, tu vois. Et le fait qu'on n'ait jamais, je sais pas, j'aurais dû regarder vraiment précisément parce qu'en fait, je tourne en rond avec cette idée. J'ai l'impression qu'on n'a pas gagné plus de 3 matchs de suite de la saison. On a fait à peu près sûr en fait. Avant la défaite contre le 8, on est à 4. On monte à 4, mais alors une fois. On a fait 6 en début de saison. On a fait 6 ou 7 en début de saison, 6. J'ai aucun souvenir. Ah oui, peut-être. Après la double défaite contre les Rockets. Oui, c'est pour ça que j'ai fait ça avec la main. Oui, quand ça tourne, au tout début. On passe de 0-2 à 6-2, quoi. Mais on est vraiment sur cette dynamique de, comme tu disais tout à l'heure, 2 victoires, une Parce que j'avais pas remonté toute la saison, donc voilà, voilà. J'avais regardé les derniers mois, les dernières semaines, et c'était ça. Ouais, bon. Tu regardes à chaque fois les 10 derniers matchs, ça te fait 6-4, 5-5. Moi, c'est vraiment le dernier point là que je voudrais aborder, mais du coup, parce qu'on n'a même pas parlé de ça concrètement, est-ce que vous changeriez quelque chose dans les rotations, dans le jeu, dans la façon de jouer là, des Kings sur les derniers matchs pour justement se dire on finit 5e, les gars, 6e, parce qu'on fait ça, parce qu'on joue comme ça et qu'on déconne plus, quoi. C'est justement arrêter de changer les rotations tout le temps, quoi. Ouais, c'est un truc qui m'énerve un peu avec Mike Brown cette année, c'est que après c'est bien de vouloir garder tout le monde engagé, machin, etc. Mais au bout d'un moment, tu dois avoir ta rotation à 9 joueurs pour préparer les playoffs, etc. Là, c'est peu possible de te sortir Duarte du frigo pendant 2 matchs, de le remettre et de sortir un autre gars. Et de, je sais pas,
Voilà, moi j'en ai un peu marre. Sur les 2-3 derniers matchs, là, il a encore changé ses rotations. Maintenant, J'en ai un c'est peu clairement marre de Lyles l'expérience. en pivot remplaçant. Ouais, c'est ça, ouais. Duarte, il est revenu. Effectivement, il n'arrête pas de changer. C'est quoi les 8-9 à la fin pour vous? C'est quoi, Mais t'as en t'as termes de Monk rotation. 6. Ouais. Lyles, Bah, Lyles et Monk, c'est sûr. Lyles et Monk, ils jouent en playoff. C'est sûr à 100%. Vazenkov. Non. Pas à 100%. Enfin, peut-être Ouais, 100%, il joue en était bien playoff. revenu. Bon, ça, Non, ouais, je c'est sens- sûr, il était bien 100%, revenu. ouais, ok. Mais je dirais que lui et Duarte sont encore à la bagarre pour être dans le truc. J'ai l'impression. En tout cas, Moi, de ce que je je vois, dirais Kessler Edwards pour la mission défensive. peut-être bien. Vraiment, T'as des gars comme ça qui ont des missions défensives, mais pareil, voilà, c'est pas des rôles réguliers, machin, qui s'inscrivent dans la rotation, qui va avoir ses 10 minutes tous les soirs et tout. aujourd'hui, T'as en pas fait, une vraie, c'est des t'as pas une vraie expériences, quoi. rotation à 8 super claire. T'as deux Non, vrais remplaçants, t'en as t'es sept. sûr qu'ils jouent. c'est 8, tu les T'en as. as 7. Non, Ouais. t'as les 7. Tu mets Vezenkov? Non, en sortant Tu du, mets- non, en sortant du banc, il y a Monk, il y a Lyles et il y a Devion Mitchell. Ah oui, Mitchell, ouais. Ouais, non, Mitchell, c'est vrai, tu c'est vrai. vois. Il jouera Oui. toujours. Il jouera toujours. Bah non, il y a un moment, il a pris un run de 5 ou 6 DNP, quoi. Et là, il a des Non, mais millions là, de ces temps en derniers temps, temps. il joue. Là, il On joue l'a tout pas le temps, trade, non, on l'a depuis pas un moment. trade, Enfin. donc il va revenir. Enfin, il est revenu, quoi. Tu penses, Philippe? Moi, j'ai l'impression qu'il joue tout le temps, là, depuis. Là, ça fait quelques temps qu'il Ouais. revient bien, il a une bonne adresse. Offensivement, ça marche plutôt bien. Mais voilà. Non, mais t'as raison, en fait. Je pense qu'il est à la bataille avec Duarte, Kessler Edwards, Vezenkov. Moi, je reste avec la hiérarchie. Monk et Lyles, à 100%, ils joueront en playoff. Mitchell, Oui, en fait, oui, je suis oui. pas sûr encore. Je peux pas être sûr encore. Ouais, non. Bah, ouais, on a vu les limites, on a vu ses limites au dernier. Hein, Parce que ce que je veux dire par là, c'est que c'est relou que Mike Brown cherche encore, mais ceci dit, je comprends qu'il cherche encore un peu, quoi. Je comprends. Ouais, mais moi, justement, Keon Ellis, ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve qu'il joue pas vraiment parce que quand il a joué, il a tenu la baraque quand il n'y avait pas Fox. On va gagner à Oklahoma avec Keon Ellis, meneur titulaire sur SGA et tout, hein. Même s'il sort pas des stats de ouf, à chaque fois, il a vraiment un impact sur le jeu qui est assez fou, quoi. Et je comprends pas qu'il joue pas. Et là, ça fait une semaine ou une semaine et demie qu'on lui a donné le dernier vrai contrat de l'effectif et il joue pas, quoi. Il joue pas devant Duarte. Duarte qui, je l'aime beaucoup, il a un bel impact défensif, etc. Mais oh là là, il lui manque un peu de QI basket quand même qu'un Keon Ellis a, quoi, tu vois, genre vraiment, quoi. Le Duarte, je sais plus quel match c'est, là où il prend un 3 points en transition, là, qui a failli nous mettre dans la merde contre je sais plus quelle équipe. Oui, je sais plus contre qui c'est, mais oui, je vois que Où du coup, derrière, ils sont en 3 contre 1. Et, putain, voilà, c'est un joueur comme ça que tu dois sortir de la rotation. Pour moi, tu mets Keon Ellis, là, c'est fini, quoi. Voilà, Au-delà de ça, comme tu dis, Olive, là, on arrive début mars, on ne sait pas qui réellement est le vrai backup de Sabonis. il n'y en a pas. C'est ça, Right. c'est que Right. aujourd'hui, il y a encore une bataille entre. C'est laine, Magui. des fois c'est laine. C'est chaud quand même. Là, tu arrives début mars, tu sais toujours pas qui est ton pivot backup. Bah, pour moi, c'est laine, on l'a vu en playoff. Enfin, ouais, ça va dépendre du match-up, mais vraiment, Ça Laine, dépendra il du peut- match-up. Laine, il Mike peut Brown, gêner il a dit que beaucoup de c'était monde, pas quand même. défini. Hein. Laine, il peut gêner beaucoup de Ouais. monde. J'ai l'impression qu'on tend vers un deuxième 5, s'il faut le définir, à la fin, où Monk est sûr à 100% dedans, Lyles en pivot, Vezenkov, Kessler Edwards, et après, il y a bataille Mitchell, Keon Ellis. Duarte ne jouera pas. Il fait trop de conneries, effectivement, et je pense que. Mais je pense que du coup, Vezenkov et Edwards me paraissent plus devoir jouer avec Lyles éventuellement backup que faire des places à l'aide. Après, selon le match-up, ça peut changer. Mais j'ai l'impression qu'on se dirige plus vers un deuxième 5 à 2 ailiers. Bah, comme le premier 5, en fait. Je sais De pas. toute façon, quoi qu'il en soit, tu n'as jamais les 5 remplaçants sur le Il aime bien Kessler Edwards. Hein. Ah, j'aime Ouais. bien aussi. J'ai l'impression. Mais Ouais, ouais, mais Mike Brown l'aime bien, j'ai l'impression, et j'ai l'impression qu'il le teste pour pouvoir le mettre en playoff. Je sais pas, peut-être je me trompe, mais. le problème, c'est que t'as pas de joueurs indiscutables après 7e Ok, homme, quoi. Lyles. Ouais, Vezenkov Là, il peut n'y a le personne devenir. d'indiscutable. Vezenkov peut peut-être le devenir. S'il apporte vraiment du shoot, parce que. Bah, le temps qu'ils reviennent, qu'ils se remettent en rythme, qu'ils réintègrent la rotation, Ouais. etc. Ouais. Après, Après, je suis pas sûr. Tu as combien d'équipes au NBA qui ont des rotations définies et sûres sur 8, 9, 10, tu vois? On n'a pas. Non, mais on y arrive aussi, parce que ma question. Ouais. Non, mais ma question, c'était est-ce que vous changez quelque chose là aussi pour être sûr d'accrocher les playoffs, tu vois? Est-ce qu'il y a un changement de 5? Est-ce que
Je pense pas, hein. Moi je vois rien. Non, il y en a pas, mais La rotation claire et garde définie. la même rotation, quoi. Tu définis Ouais, un truc. mieux définir les rotations. Ouais, mieux définir les rotations. Forcément, il y a des matchs, tu vas envoyer un mec en mission, voilà. Mais garde la putain de même rotation. Sors-moi Duarte, mais moi, les mecs qui méritent de jouer, et puis voilà, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter les expérimentations, ça marche pas. Et puis, garde tes mecs et crée un truc, quoi. Et puis, il faut arrêter de forcer avec les mecs qui sont pas dans le match. Combien de fois on a vu Barnes qui était transparent et il le laissait 30-33 minutes. Il n'est pas dedans, c'est bon, ça arrive. On sait que c'est arrivé pas mal de fois sur Barnes. Sors-le, mais Kessler Edwards et tu testes. Je sais que vous allez me dire non, mais moi j'avoue qu'il y a un truc qui me tenterait, moi, sur la fin de saison, c'est de rentrer Monk dans le 5. Hein. Ça va jamais Tout arriver. de suite. Hein. Ouais, mais des fois je me demande. Barnes. Werther Hallel, on y va, le bas court tout de suite. Mais tu Ouais, peux voir. Mais je le ferai bien. Ce que je veux dire, attention, Il y a un non, je me poil suis mal sur le exprimé. banc après, quand même. Hein. Je sais. Non, je me suis mal exprimé. Je dis vous allez dire non. Je le tente très bien un match ou deux. Je sais pas à quel moment, mais juste pour voir. Juste pour voir ce que ça fait. Parce qu'en fait, je me demande quand même de revenir à un truc, tes 5 meilleurs joueurs dès le départ, tu vois. Tu te casses pas là-dessus, voilà. Parce que les positions, en fait, tu peux faire ce 5, ça, en commencer. T'es à poil sur le banc, mais si t'as Keon Ellis à qui tu donnes plus de temps de jeu, si du coup, je me dis, juste pour voir. Non, Ouais, ça se après, en pense. sortant de bot, t'as Barbosa et Christy, hein. Il reste plus grand monde. Bah, t'as Mitchell, si t'as Dans la tout, ligne t'as arrière, ça va être chaud. Mitchell, Duarte, Ellis, Barnes, Lyles, Tu te rends compte que tu fais rentrer Devion Mitchell et Duarte en même temps? Ah non, c'est dur. Hein. Non, tu fais pas ça. Ah oui, mais bon, à un moment donné, sachant que. Non, tu fais à l'envers. Tu fais d'abord rentrer un ailier pour Monk ou Fox, et du coup, t'as Monk ou Fox en porteur de balle, et tu retournes comme ça, mais tu commences avec les deux en même temps. Après, tu respectes la même logique, tu vois, juste pour voir. Mais bon, c'est moi, c'est sans doute, mais je sais pas, je serais curieux pour voir ce que ça donne, mais ça ferait peut-être que brouiller les cartes encore plus, donc c'est peut-être pas une bonne idée. On voit Fox qui sort très vite cette saison, comparé à la saison dernière. Sûrement le premier à sortir. Du roster. Ouais. Et ça, c'est la constance dans l'inconstance des rotations de Brown. Ce qu'il fait tout le temps, par contre, c'est qu'il laisse tout le temps soit Fox, soit Sabonis sur le terrain. Il n'y a jamais de moment où les deux sont sur le banc. Et c'est la raison pour laquelle il sort assez tôt Fox pour pouvoir le remettre après en fin de premier quart-temps et que Sabonis puisse sortir. En même temps, si tu sors les deux et tu les remplaces par Len et Mitchell, ça souffle fort, quoi. Tu peux sortir les deux si tu as Monk sur le parquet, mais vraiment 5 minutes, quoi. Parce que Monk, il peut créer, etc. Mais d'où peut-être le côté faire débuter Monk et changer un peu le truc, cette espèce de diktat de j'ai forcément Fox ou Sabonis, et responsabiliser peut-être encore plus Monk en mettant titulaire, je sais pas. Parce que c'est vrai que ça te contournerait ce que dit Flo, cette espèce de changement par lequel tu es obligé de passer, quel que soit le scénario du match, à 8 minutes. Il faut que tu retombes sur tes pattes avec Fox qui finit le carton si tu veux pas que Sabonis il ait joué 12 minutes d'entrée ou qu'il ait déjà 2 fautes. Mais bon, c'est de la tactique, c'est peut-être trop tard, ça changerait pas grand-chose. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression que cette équipe me paraît pas forcément. L'an dernier, c'était incroyable le coaching. J'ai l'impression que McBrown, tout ce qu'il faisait, vous savez, la pièce tombait du bon côté. Cette année, j'ai l'impression qu'il a un peu moins le mojo, quand même, en termes de coaching pur. Il a l'air de il patauge un peu plus, ouais. De tâtonner un peu plus. Les équipes nous attendent surtout. Les équipes sont préparées à nous jouer. Donc forcément, tu n'as pas l'effet de surprise à sortir un Kessler Edwards qui sort de n'importe où. Ça fonctionne moins bien cette année parce qu'on l'a attendu et parce que aussi, comme on l'a dit plus tôt, offensivement, on met moins de cartons que la saison dernière. Non, et puis il faut être honnête. Je pense que malgré... Excuse-moi Simon, juste... Je pense que malgré ce que je disais dans un des premiers podcasts de la saison, c'était sûrement la preview, je pense qu'en fait, les changements qu'on a fait cet été, ils sont pas si ouf que ça, quoi, en fait. Moi, c'est exactement ce que j'aimais bien avoir Terence Davis en pétard qui te met 30 points, ou avoir un Metu qui pouvait qui pouvait jouer 5 minutes de suite à mettre que des alley-oops et tout. Il manque un peu ce côté explosif derrière Monk, tu vois, parce que derrière, tu as des mecs un peu ralentis, genre les Mitchell, les Duarte, etc. Et ça manque un peu de folie, quoi. Ça manque un peu de folie, et je pense qu'on n'a pas forcément gagné au change, finalement, cet été. Je regrette le départ de Metu, moi, sincèrement. Mais Davis aussi. Hein.
Davis, hein. C'est exactement ce que je voulais dire, moi, Olive, que on en parlait en début de saison, Vezenkov, Duarte, machin, Sur ça le va faire papier, du c'est bien. mieux. Moi, Ouais. Duarte, j'ai dit n'importe quoi, c'est une déception totale. Moi, je pensais même qu'il Ouais. pouvait bouger les rotations jusqu'au 5 d'une certaine manière, jouer différemment. Que dalle, tu peux pas te reposer sur lui, il est pas assez performant. Il fait des erreurs et tout, ça va pas du tout, quoi. Et du coup, il est relégué en bout de rotation, on se demande même, moi, je pensais jamais qu'on allait se demander s'il méritait pas ou pas de jouer en playoff, tu vois. C'est une déception, vraiment, Duarte, vraiment, hein. Ouais. En tout cas pour moi, vu ce que j'en ai. Et Vezenkov, là, il a des circonstances atténuantes, mais du coup, manque de continuité sur la saison, quoi. Du coup, le recrutement, c'est Ouais. vrai que le recrutement n'a pas été bénéfique. Ça On n'a pas bénéficie pas de porté notre ses recrutement, fruits quoi. comme on aurait Non, pensé, non, quoi. non. Il y a des leçons sans doute à en tirer, puis bon, ça arrive, hein, c'est le jeu en NBA. Maintenant, effectivement, tu as rajouté quelque chose pour finir, ce manque d'explosivité aussi du banc. C'est vrai que l'an dernier, le banc, quand il arrivait, il y avait les deux trucs. Il y avait non seulement le rythme, en fait, ne faiblissait pas, mais peut-être même il accélérait et on jouait peut-être encore plus athlétique. Enfin, on jouait plus athlétiquement, du coup. Il y avait un truc avec Ouais. de la verticalité. On avait le meilleur banc de NBA, je crois. Ouais. D'offensive Et rating. c'est vrai que Duarte et Vezenkov, c'est peut-être plus stable, plus académique. Mais il y a moins ce côté explosion qui peut être une plus-value en sortie de banc. T'as plus tendance à souffler quand tu les vois rentrer que l'année dernière où tu savais que, comme vous dites, il y avait un petit côté excitation, où tu sais que Bah, soit Terence Davis il allait tout cartonner, ou soit ça allait être une plaie absolue et que tu allais l'insulter au bout de 3 minutes. mais au moins, tu savais, quoi. Davis, Oui, tu le c'est fais ça. rentrer, il ratait 3 shoots dessus, tu le ressortais, puis c'est terminé, quoi. Mais par exemple, le Game 6 l'année dernière, est-ce que tu le gagnes si t'as pas Terence Davis? Je suis pas sûr, quoi. Parce que je sais plus, je crois que c'est ce match-là où il explose le Game 5, enfin, je crois que c'est le Game 6. Voilà, où il te sort un match de fou, par exemple contre les Nets aussi, le premier match en antenne nationale contre les Nets et tout, où il met 30 pions. Oui. Voilà, et c'est juste, voilà, comme dit l'autre Flo, c'est du mongolien premium et c'est du luxe, quoi. D'avoir un mec comme ça qui peut exploser, quoi. Tu sais que s'il marque pas ses tirs, tu vas le ressortir, donc tu t'en fous, c'est juste, t'as rien à perdre, quoi. Et ouais, ça manque un peu, quoi. Ça manque un peu de folie, quoi. Bon bah les gars, on va s'arrêter là-dessus, mais ne tombons pas dans la sinistrose, hein. Ah, non, C'est pas mais encore le moment. on est plus On a le même exigeant. bilan que l'année dernière, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, t'as Mais, fait Oui, le comme compte, quoi, justement, je voulais regarder un peu, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé si on était sur le même comme rythme quoi ou pas. l'Ouest est quand même nettement plus délicat à aborder cette saison. Ah oui, c'est sûr. Oh, c'est clair. Mais note pour le prochain podcast le mois prochain, on le fait après une victoire. On a même une victoire de plus que la saison dernière au même moment. Ah ouais, Et c'est tiens. qui votre finaliste à l'Ouest, là, vite fait, pour finir? Tout le monde Denver? Qui gagne la conférence Ouest? Ouais. Ah, Je mets une pièce sur les Clippers, moi. les Clippers en bonne santé, ouais. Ouais, c'est ça. Les Clippers Ouais. qui sont pas malades, ça peut faire beaucoup de mal. Denver, je crois qu'ils sont rassasiés en fait. Ils ont eu leur titre. Parce qu'on dit ouais, ils sont en claquette, mais on est quand même début mars. À force d'être en claquette. Ça finira à Cancun, les claquettes, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Ça va Ouais. être les Ah claquettes ouais? sur la plage. Ouais. Ouais, les Non, Clippers, ouais. non, j'abuse, Non, mais c'est... les Clippers. Clippers Nuggets, Ok, ouais. ok, c'est intéressant. Je pense que Wolves, Thunder, c'est très fort en saison régulière. Je suis pas certain que ça sera pareil en playoff. Ah, ils sont pas Mais assez bons, les Thunder, encore. Nuggets, Clippers, Ah, t'as beaucoup plus d'expérience pour les playoffs. tu fais jamais ou très rarement dans l'histoire finale dès la première année où t'es bon, quoi, ou la deuxième Ouais. année. Tu regardes les Wolves l'année dernière, C'est compliqué, Edwards, quoi. il est tout seul, quoi. Donc là, C'est voilà. compliqué. Merci à vous, messieurs, c'est toujours un plaisir. Merci à vous qui allez écouter. J'espère qu'on va pas vous énerver, que vous n'allez pas finir comme nous à la fin du podcast. Mais voilà, ça va le faire. Et puis on se retrouve très très prochainement. Big up les gars, à plus tard. Ciao, ciao. Salut, ciao. Salut. Bye bye, ciao tout le monde.